8 matchs, 8 victoires. En égalant le vieux record des années 30 de l'Olympique de Lille, le PSG de Thomas Tuchel fait lui aussi le meilleur début de championnat de l'histoire. Et tout ça en année post-Coupe du Monde, traditionnellement plus compliqué à gérer dans la préparation, et avec le handicap supplémentaire d'un effectif déséquilibré après un mercato sous contrainte du FPF où le club s'est de fait auto-interdit de recrutement. Alors que globalement le PSG avait gagné mais n'avait bien joué qu'une mi-temps sur deux en début de championnat, les deux victoires de la semaine passée contre Reims, mercredi à domicile, et samedi face à Nice à l'Alliance Riviera montrent clairement que si les résultats restent les mêmes, le contenu est en progrès sensible. Il reste à le confirmer demain en Ligue des Champions où les Rouges et Bleus doivent absolument s'imposer contre l'Étoile Rouge de Belgrade au Parc pour garder toutes leurs chances de qualification en huitième de finale après la déroute contre Liverpool pour leur entrée dans l'arène européenne il y a 15 jours. Bonsoir à tous et merci de nous suivre. C'est le 41e podcast du Club Paname. Avec Olivier, un animateur remplaçant de notre cher Jimmy, indisponible cette fois et qu'on embrasse. Et notre équipe du soir, Basto, toujours Tourelle sceptique, mais peut-être un peu moins aujourd'hui. Bonsoir Basto, comment ça va? Bonsoir Olivier, bonsoir à tous, ça va très bien. Je suis pas un Tourelle sceptique, je suis un Tourelle convaincu de base. C'est ce qu'il faisait depuis au départ qui m'a rendu un peu sceptique, mais pas la base s'était légèrement ébranlée après les premières prestations, manifestement. Non, pas ébranlé sur le long terme, c'était juste un constat du présent. Bien, on va voir ça avec tes appréciations du jour. Drayas, qui appelait à la titularisation des jeunes lors du dernier podcast et que le coach allemand a exaucé manifestement. Bonsoir Drayas, alors satisfait? Très bonsoir tout le monde, et je suis aussi satisfait de voir que ce que j'avais entrevu dans la première demi-heure contre Rennes se confirme petit à petit, et j'ai hâte d'en parler avec vous. Ah oui, bien sûr. Et enfin Thierry alias Titi qui nous fait le plaisir de son retour ce soir. Bonsoir Thierry, comment ça va? Bonsoir à tous, ça va très bien, de retour comme on peut dire, et c'est vraiment avec un grand plaisir pour cette nouvelle saison avec j'espère plein de succès à la clé. Au sommaire aujourd'hui, l'actualité d'abord avec l'analyse des deux belles victoires de la semaine face à Reims et Nice, suivi de notre rubrique Gros Plan qui s'intéressera cette fois au laboratoire tactique permanent de Tourelle qui multiplie en ce début de saison les formules et les compositions, avant de nous projeter sur la rencontre de demain contre l'Étoile Rouge de Belgrade pour la deuxième journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. On va commencer sans plus tarder par l'analyse de la rencontre face au promu Rémois au Parc mercredi dernier. Victoire somme toute facile des Rouges et Bleus 4-1 avec pour Paris des buts de Cavani 5e et 44e, Neymar 24e sur penalty et Meunier 55e, alors que pour Reims c'est Chavalrin qui avait ouvert la marque à la surprise générale à la deuxième minute. Alors d'abord messieurs, qu'est-ce que vous avez aimé dans ce match? Traias, tu veux bien commencer? Je veux bien, et la principale chose que j'ai aimé c'est la progression, mais j'en parlerai un peu mieux quand on abordera Nice. Et faut dire une chose, l'opposition niçoise a offert un peu plus d'intérêt pour juger notre équipe et ses progrès. Moi j'ai envie de citer la capacité de réaction, l'implication, les titis auxquels tu faisais référence dans ton introduction qui dans l'ensemble ont vraiment apporté satisfaction, même si on déplore la blessure d'un Dagba que je trouvais très intéressant quand il était sur le terrain. Notre pressing et notre bloc commencent enfin à se dessiner, avec un Rabiot qui à mes yeux est critiqué à tort en ce moment, car son travail d'équilibrage est je trouve très bien fait, même si sur ce match ses prises de risque étaient vraiment trop faibles. Le retour d'un Marco qui pêche encore en début de match, mais commence à trouver un vrai second souffle en seconde. En face c'était trop faible, même si notre organisation commence à être solide, et l'explique pour partie. La bataille du milieu était trop facilement gagnée. Basto, tu as des choses à rajouter ou à contredire par rapport à cette introduction de Drayas? À contredire, non. Moi j'ai bien aimé le nombre d'occasions créées, comme souvent depuis le début de saison avec les individualités qu'on peut avoir, mais cette fois-ci il y avait plus de maîtrise collective. On a senti un PSG qui voulait récupérer la balle rapidement, le plus haut possible, avec une volonté d'accélérer le jeu une fois la récupération faite. Après, ça n'a pas été toujours bien fait sur ce match. Parfois, le pressing était à contre-temps. Mais le discours d'intensité que demande Tourelle depuis le début de saison se confirme sur le terrain enfin. C'est suivi par des faits, donc ça, c'est très bien. Ce sera confirmé contre des équipes plus fortes. Mais on a déjà une base intéressante. Et j'ai bien aimé aussi le fait que Tourelle n'hésite pas à faire confiance en jeunes en les considérant comme des pros à part entière et non pas comme des bouche-trous. Thierry, quelque chose à rajouter sur ce que tu as aimé sur ce match? Alors j'ai eu l'opportunité, même la chance d'assister le match au Parc.
Donc c'était mon premier match de la saison au parc. Ça donne vraiment une autre approche au niveau de l'analyse. J'ai vraiment aimé déjà la formation. Il a commencé directement avec Neymar en 10. L'état d'esprit, le pressing constant à la perte du ballon, un très bon bloc équipe surtout, qui laissait vraiment aucune miette, même si c'est vrai que l'adversité était assez faible. Neymar en 10, vraiment voilà, pour 130 ballons touchés, sa capacité à se mettre dans les half space, et avec Marco qui est souvent, les deux ont une très bonne connexion, et c'est qui aurait pu être intéressant à Liverpool. J'ai aimé aussi le retour du Matador, qui était un petit peu décrié, mais pour ceux qui le connaissent savent qu'il a besoin d'être bon physiquement, très bien, et avec la blessure qu'il a eue pendant la Coupe du Monde et son retour qui a mis un peu de temps, il faut laisser un peu le temps faire, et quand il est dans les meilleurs moyens physiques, il est très bon. Et la jeunesse avec Diaby et Nsonki qui montrent quand même que ça peut être une très bonne alternative à gauche, vu les petits problèmes de Bernat. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les choses ont changé avec le retour de Verratti, même si il est encore très loin de sa meilleure forme? Le fait de pouvoir à nouveau compter sur lui et dans un duo avec Rabiot, n'est-il pas l'élément qui manquait en début de saison, alors que Tourelle a été contraint de faire jouer Marquinhos à un poste qui n'est pas forcément le sien? Qu'est-ce qu'il veut répondre à ça? Moi, je veux bien répondre. Déjà, je trouve que le match contre Nice va un petit peu donner corps à la dernière partie de ton assertion. Et j'espère surtout que non. Moi, ce que je dénote, c'est une attitude très différente chez l'ensemble de l'effectif. Alors, bien sûr, Marco, par ses qualités, amène quelque chose. Mais si on parle vraiment du match contre Reims, on a surtout vu un Marco qui avait du mal. Il a fini par peser sur le match vers le milieu de la deuxième mi-temps. Le premier, plutôt. Ah non, il fait dès le début de la saison. Oui, il a quelques passes, il a 3-4 passes, mais si tu veux, à côté de ces 3-4 passes, il a je ne sais pas combien de passes qui vont directement dans les pieds de l'adversaire, il perd un nombre de ballons. Ça, c'est les 25 premières. Non, c'est plus. Il perd beaucoup de ballons, il perd vachement de duels. Enfin, par rapport au standard de Marco Verratti, on est dans des chiffres qui sont hallucinants sur ce match. Ça, c'était Rennes en plus que Reims. Même Reims. À Nice, c'est. Mais non, Nice, c'est contre Reims, tu veux dire. Oui. À Rennes, pardon. Mais ce que je veux dire, c'est j'espère que non. J'espère que non. J'ai pas envie, justement, ce qu'on est en train de voir, c'est on est en train de voir un collectif de joueurs qui sont en train de se libérer de cette espèce de bizarre prison dans laquelle ils étaient. Et j'espère que non. J'espère que on peut se passer de Marco Verratti et que Marco Verratti est essentiel. Voilà ce que j'espère. Oui, mais on a quand même l'impression qu'avec Marco, le coach peut installer le 4-2-3-1 qui lui permet de disposer de toutes les forces qu'il semble privilégier, alors que en l'absence de Marco, ça a un petit peu balbutié le 4-3-3 parce qu'on n'a plus de numéro 6 pour être capable de jouer en sentinelle dans ce type de formation. Marquinhos contre Nice. On en parlera tout à l'heure dans le gros plan. Je pense que, excusez-moi, je pense que la force, surtout la force de Marco, c'est que c'est quand même un milieu de terrain assez complet. Que ce soit défensivement et offensivement. Et c'est vraiment là où on veut dire qu'on a l'impression qu'il peut être indispensable, puisqu'on a ou des joueurs qui sont très bons offensivement ou très bons défensivement, mais pas les deux. Et Marco combine justement ce juste équilibre-là. Voilà. Je pense aussi. Bon, maintenant on va passer à ce que vous n'avez pas aimé. Basto, il y a des choses que tu n'as pas aimé dans ce match? Oui, il y a quelque chose que j'ai pas aimé, c'est un peu sévère, mais qui m'ont un peu déplu, notamment le premier but encaissé rapidement avec une succession d'erreurs, avec notamment cette talonnade de Draxler qui est complètement inappropriée. Ensuite, on a Marco et Rabiot qui vont tous les deux sur le même joueur, qui du coup ça crée un décalage pour l'adversaire et il n'y a aucun décès qui monte sur le tireur. Et enfin Buffon qui est peut-être un poil trop court, donc c'est une succession d'erreurs qui fait que Reims ouvre le score. Après, j'ai trouvé quelques défauts dans la structure. Il y avait cette volonté de pressing haut, de contre-pressing, même s'il n'était pas encore parfait sur ce match-là, notamment en seconde période où Paris s'est un poil endormi, avec du coup un pressing moins efficace et Buffon qui a été un peu plus sollicité. Et en première mi-temps, un problème du duo Marco Rabiot, justement, même si les deux ont fait plutôt un bon match, je trouvais qu'ils se marchaient un peu dessus en première mi-temps.
Du coup, il y avait comme conséquence des ballons recherchés souvent trop bas de la part du duo, et on a vu un Neymar qu'on a quasiment retrouvé dans ce match comme un 8 relayeur gauche. Que Neymar initie nos actions offensives, c'est bien, c'est normal, mais se priver de lui plus haut, notamment dans les gros matchs quand ça arrivera, je pense que ce sera dommageable parce qu'on a vraiment besoin de lui et de sa présence dans les 20 derniers mètres. On a l'impression qu'il joue vraiment l'ensemble de la partition d'un numéro 10, qui est certes de pouvoir animer le jeu d'attaque, mais qui est aussi de redescendre pour aller chercher des ballons et les remonter. Je crois que là, il est vraiment dans le rôle que Tourelle lui a donné, plutôt que le soliste du côté qu'il est lorsqu'il joue décalé sur le côté gauche. Moi je l'ai vu un peu comme ça. Moi je pense qu'il est obligé de redescendre parce que quand le jeu n'avance pas, on a vu à Nice avec des circuits de jeu différents qu'il est resté bien plus haut et on l'a pas vu redescendre autant. Je suis pas d'accord avec toi. On en reviendra sur Nice, mais je suis pas du tout d'accord avec toi. On en parlera. Ouais. On en parlera. Thierry, il y a d'autres choses que tu n'as pas aimé par rapport à ce qu'a dit Baston? C'est vrai que je veux le reprendre aussi. Hein. C'est vraiment la concentration du début de match. C'est vrai que Tourelle en a parlé dès le début. Dans son interview, il parlait d'état d'esprit, de jouer les matchs de Ligue 1 comme un match de Ligue des Champions pour que vraiment on arrive avec cette envie et cet état d'esprit justement. Et voilà, après donc il y a aussi le manque de justesse offensive encore et toujours, puisqu'on peut quand même, je pense, terminer à 5 ou 6 buts peut-être. Et il y a quelque chose qui n'a rien à voir avec notre PSG, mais qui devient quand même assez inquiétant quand même, c'est le nombre de coups que Neymar reçoit, ou même la plupart des joueurs techniques du PSG. Certes, l'arbitrage veut quand même montrer qu'il veut pas se laisser avoir par les stars du PSG, comme on dit, mais c'est vrai que ça devient inquiétant. Et qu'est-ce que j'aurais remis aussi en point positif, c'est que l'attitude des joueurs a toujours été de rester professionnel et malgré les coups, et voilà. Très bien. Drayas, quelque chose à ajouter sur les mauvais côtés de ce match? L'ensemble a été dit. Je rajouterais bien sûr les entames et comme le rappelait Titi, Tourelle a dit, non seulement a dit oui on a un problème avec nos entames, mais il a aussi dit à l'heure actuelle je ne sais pas comment le résoudre. Mais par contre, et après moi j'aime pas, mais c'est pareil, c'est discutable et j'en parlerai mieux contre Nice. J'aime pas le fait qu'on lâche un peu mine de rien en deuxième mi-temps. Mais sur ce que disait Titi, sur le fait qu'on n'est pas assez efficace, il y a quand même des stats qui sont sortis où le PSG est quand même assez efficace à la fois en termes de nombre de tirs marqués par tir cadré et en nombre de buts par tir tout court. On est l'équipe là on est 2 fois plus efficace que le deuxième en fait au niveau du nombre de tirs par but. Donc on a quand même une certaine efficacité, c'est juste qu'on a une impatience en fait, on s'attend toujours à ce que ça marque. Mais... Tout à fait, non. Après, ce que je veux dire, c'est surtout des fois le manque de justesse. C'est plutôt ça, le manque de justesse dans la dernière passe qui fait qu'au final... contre Reims, c'était très vrai contre Rennes, c'était un petit peu moins vrai contre Reims quand même, et ça devient... Contre Nice quand même. Di Maria. Contre Nice, on en parlera. Il y a eu quand même beaucoup de... Il y a eu des petits... Justement, puisque pour moi, l'entraînement, il est là en Ligue 1. Parce que en Ligue des Champions, quand le niveau augmente et que tu en as peu, donc à ce moment-là, il faut se dire qu'il faut la mettre comme le même état d'esprit, que tu n'auras qu'une seule et qu'il faut la mettre. Et c'est ça... Bon, peut-être ça viendra. Hein. J'ai l'impression que comme tu dis, au niveau ratio tir et but, c'est vrai qu'il y a une évolution par rapport aux saisons dernières. On est assez ouf cette saison. On est assez ouf là-dessus. C'est vrai que c'est un point faible. On avait besoin de 10 frappes pour marquer avant, et là en gros merdo, on a besoin de 25% de tirs pour mettre un but. Et c'est assez énorme comme ratio, quoi. Tout à fait. On joue maintenant régulièrement avec 4 offensifs. Ça aussi, ça change un peu les occasions et les bonnes positions de frappe. On va passer maintenant au top et au flop. Alors 3 tops dans ce match. Thierry, tu commences? Alors je commence par Neymar, sans surprise et voilà, sans suspense non plus. Il a été omniprésent, il est venu chercher les balles en tant que numéro 10, en tant que numéro 8 et même en tant que numéro 6 des fois. Bon, et comme vous étiez en train d'en parler par rapport à Verratti et Rabiot, c'est vrai que Rabiot il a ce problème des fois de
de transmission rapide. Et voilà, donc après, j'ai adoré le petit Diaby. Ça fait longtemps que je regardais beaucoup les matchs de Youth League, très intéressant, et surtout le culot. Moi, c'est quelque chose, voilà, le culot des joueurs, et surtout Titi parisien. Et puis voilà, je reparlais de Cavani, même si sur certaines actions il aurait pu faire mieux. Mais en tout cas, ça fait plaisir, le sourire, voir son abnégation, voir sa justesse sur son piqué, et voilà. Mon top 3. Draya, c'est les mêmes tops ou des tops différents? Il y en a un différent, mais alors je vais rebondir sur Cavani. Il sort un match énorme. Avoir quelques ratés, c'est normal. En deuxième mi-temps, il en a plus. Et le deuxième but qu'il met, il est juste hallucinant en fait. C'est pas beaucoup d'avant-centres sont capables de mettre ce but, et c'est un Cavani qui a répondu à toutes les critiques qui lui ont été adressées en ce début de saison, et qui a répondu de la plus belle des manières. Après, Diaby, pour moi, c'est impossible de pas mettre Diaby. Pourquoi? Parce que ça a été, notamment cette passe extraordinaire, cette intelligence dans la passe qui va amener le penalty. À la fois l'intelligence de Cavani, parce que ce penalty que va chercher Cavani, c'est redoutablement intelligent, mais la passe, alors qu'on était en train de se dire que Diaby était perdu sur son aile, et il arrive à trouver pile la bonne passe. Il a sorti un match fabuleux, avec des imprécisions. C'est un Titi, il a encore à apprendre, mais plein d'enthousiasme, et il était impossible à pas mettre en top. Et sinon Dagba, mais pendant ces 20 minutes, quoi. Ouais, voilà. Mais parce que plein de promesses, mais malheureusement, Dagba, il s'est blessé. Et c'est d'autant plus dommageable que, pour moi, il a une vraie carte à jouer cette saison en tant que doubleur de Thomas Meunier, parce que je pense que quand Alves va revenir, il n'aura pas forcément le coffre pour faire l'aile, et il pourra rendre de sacrés services au milieu. Basto, d'autres tops? J'ai un autre top. Après, j'avais aussi les 3 en tête. Diaby, c'est vrai que ça passe avec l'appel de Cavani, il élimine 4 joueurs adverses, ce qui est assez incroyable. Ils sont à 2 contre 5, et il faut la mettre dans un tout petit trou de souris, il la met pile à l'endroit où il faut. Et elle est intelligente. Et au-delà de ça, il a aussi une grosse activité défensive. Je trouve que Diaby est très intéressant là-dessus. Il multiplie vraiment les allers-retours, et il n'hésite pas à faire le repli. Cavani, par contre, quand on dit match fabuleux, je suis pas d'accord. Je trouve que sa deuxième mi-temps est absolument affreuse. Il rate à peu près tout. Mais il réussit rien d'ailleurs. Mais sa première est tellement extraordinaire, on retrouve le Cavani qu'on voulait voir dans la finition, dans le jeu, dans le repli et dans la mentalité. Et je rajoute juste un petit top oui, je veux le rajouter à les Meunier, qui ne devait pas jouer, qui a eu un peu de mal à rentrer, même s'il rentre à la place de Dagba, il a eu un peu de mal à finir la première mi-temps, mais en seconde mi-temps, on voit qu'il est dans un vrai bon rythme, il a été bon défensivement, et il vient encore marquer un but en position numéro 9, donc toujours ce dézonage intéressant pour permettre de se créer des occasions. Je vais me permettre de réagir sur Cavani, Olivier. Vas-y. Juste pour dire, oui, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, il a été moins efficace, il a été moins utile, il a raté beaucoup de choses, mais déjà en deuxième mi-temps, il avait un enthousiasme qu'on lui avait pas vu depuis le début de la saison. Et au-delà de ça, difficile de le juger dans une mi-temps où toute l'équipe commence à baisser le pied, où le bloc qui était en train d'apparaître en première mi-temps commence à se disloquer un petit peu. Et tu dis qu'il a tout raté, mais il a eu vachement moins d'occasions. Mais quand en première mi-temps il y avait eu un bloc, et notamment ce but qu'il met, où il reprend, c'est certes une erreur, mais la reprise de volée qu'il met, pour moi elle est fabuleuse. Je parle pas d'erreur de finition, il ratait des passes à 1 mètre en deuxième mi-temps. Donc peut-être, mais toute l'équipe commençait à jouer à l'envers. Et puis il a des passes à 1 mètre. Il n'a pas tout raté, faut pas exagérer. Non, mais je crois qu'on est toujours dans la même sensation avec Cavani. Avec sa participation au jeu, manifestement le PSG était passé en mode gestion en deuxième mi-temps, et donc là ses défauts sont un peu plus criants, mais c'est quand même un joueur qui marque 2 buts, qui obtient un penalty, qui tire une fois sur la barre. Qu'est-ce qu'on peut lui demander d'autre avec le profil qu'il a? À mon avis, c'est un match plein pour lui, et dans le registre on l'attend. On va passer maintenant au flop. Il y en aura peut-être pas 3, parce que globalement, compliqué à part un dont je ne citerai pas le nom, mais vous allez le citer, tout le reste a été à peu près satisfaisant. Drayas, quels sont tes flops? Je vais te faire plaisir pour mon grand malheur. Ça m'emmerde de te faire plaisir, Olivier. Je m'en doute. Mais Draxler, c'est impossible de ne pas le citer. Il a amélioré les quelques ballons qu'il a touchés, excepté le premier bien sûr, parce que c'est celui qui amène un but, et il en est, alors Basto a juste titre nommé une succession de responsabilités, mais il en est le premier responsable.
Mais au-delà de ça, oui, t'as meilleur 3 ballons, mais voilà, t'as touché que 3 ballons dans une mi-temps, c'est clairement pas assez. Et voilà, et c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais ouais, là, il a perdu des points, et clairement. Et sinon, je nommerais en outre flop la blessure de Dagba, pour ce que je disais, parce que voilà, c'est une petite tuile, ça freine sa progression, alors que dans sa progression, il aurait pu jouer peut-être un petit peu plus de matchs, et il aurait été un vrai numéro 2 à ce poste-là, et ça aurait été très bien. Basto, d'accord pour Draxler? Évidemment, Draxler, je pense que t'as vu la manière avec laquelle Olivier te pose la question. Alors oui, il y a cette talonnade, il y a surtout un manque de présence et une difficulté à trouver par ses partenaires et lui-même à apporter des solutions. Alors on sait qu'il est pas bon à ce poste d'ailier droit, qu'il a jamais réussi. Maintenant, seconde mi-temps, il joue 10 ou 15 minutes à gauche et on voit beaucoup plus Diaby qui était passé sur l'aile droite. Donc Draxler a débuté la seconde mi-temps comme il avait commencé et fini la première. Et en plus, il sort blessé. Ça avait déjà été le cas en préparation, donc on a l'impression que dès qu'il a des occasions de marquer des points auprès de Tourelle, il se loupe soit par cette perf, soit surtout par les blessures, et il n'aura pas 50 occasions supplémentaires. Là, c'est surtout sa perf pour le coup. Pour la perf, mais en préparation, il n'avait pas pu démontrer maintenant. Et j'ai mis Nzonzi offensivement en deuxième flop. Il a fait un très bon match défensivement, mais il a fait 2 relances plein axe qui offrent 2 opportunités à Reims. En Ligue des Champions, ça se paye cash. Et il a très peu proposé offensivement. Il se contentait de la passer à Diaby. On sent que c'est pas son poste. Et on sent qu'il est beaucoup moins à l'aise en latéral gauche qu'en défense centrale. Thierry, d'autres flops? Sans surprise, non. Il n'y a pas vraiment d'autres flops. C'est vrai que... Bon, c'est le problème que j'ai moi avec Rabiot, c'est ses montées en puissance parce c'est vraiment le joueur qui va tout exploser à un moment et d'un coup disparaître et voilà. Mais après c'est dans l'ensemble, c'est vrai que le collectif ne faisait qu'on voyait pas, mais moi j'ai du mal, c'est surtout avec ses transmissions. Il a souvent tendance à ralentir le jeu. Et bon, là, c'est vrai que si on se projette niveau Ligue des Champions, on voit très bien que contre le pass, il a du mal. Donc voilà. Après, Draxler, après à sa décharge, je voudrais dire aussi, ça reste quand même le flop du match pour moi. Déjà, comme vous avez dit par rapport à sa perte de balle. Et c'est surtout ce que je trouve quand même intéressant au niveau de Draxler, c'est qu'il a la faculté à jouer à une touche ou 2 touches de balle. Et souvent, quand le bloc vient vers lui, le fait qu'il joue à une touche de balle avec Verratti, qu'il aère le jeu, ça permettait de relancer rapidement sur Diaby. Mais il doit quand même prouver, il doit quand même en montrer beaucoup plus. Ouais, c'est le problème, c'est qu'il en a fait 3 des trucs comme ça sur une mi-temps et il a dû toucher 5 ballons. Enfin, c'était famélique, quoi. Surtout au moment où on a l'impression que le leitmotiv du coach, c'est intensité, vitesse. Et c'est un joueur qui a toujours un peu peiné quand il fallait briller dans ces 2 registres-là. Et on peut être inquiet pour lui avec la montée en puissance d'un Diaby qui effectivement... tu l'enterres beaucoup trop vite. À Rennes, il avait fait un match dans ce niveau d'intensité. Et voilà, et d'une manière générale, de la même manière que Kim s'était raté parce qu'il essayait plein de choses à Rennes, mais en même temps c'était bien et en même temps c'était pas bien, laisse-lui le temps de processer ce qu'il reçoit, etc. Enfin, tu l'enterres beaucoup trop vite. Peut-être tu auras raison, mais... Faut pas oublier sa super entrée à Anfield quand même. C'était vraiment... Voilà, donc c'est vrai que ça peut être un joueur qui peut nous apporter énormément. Et après même sa façon peut-être... C'est vrai, on peut avoir des joueurs rapides et justement avoir une personne qui soit là justement pour faire le contre-courant. Mais quand tu vois la compo type telle qu'elle est en train de se dégager... Tu vois pas quel joueur tu peux faire sortir. Voilà, tu vois pas quel joueur tu peux faire sortir pour faire rentrer Draxler. Donc ça va être ça vraiment son problème. Hein. Tout dépend de comment on organise le milieu, etc. Enfin, il y a plein de... Une saison est longue. Voilà, exactement. Il y a des blessures, on connaît pas le futur. Je voulais réagir par rapport à Nzonzi que Basto a nommé en flop, que je trouve extrêmement dur. Alors, offensif. Oui, mais j'ai noté comme toi cette espèce de défaut récurrent de tout le temps la passer à Diaby. Et effectivement, il a eu 2 passes qui ont été malheureuses, mais néanmoins, après sa première sortie, on peut noter les immenses progrès qu'il a fait.
notamment au niveau de l'assise. On peut peut-être lui laisser le temps parce que je pense pas qu'il soit si incapable que ça avec ses 2 pieds. C'est juste que il était focus, il essayait de bien faire et je trouve qu'on doit avoir une indulgence avec les Titi et il sort un match qui est plus qu'honorable. Alors clairement il peut pas être top, mais le mettre en flop, je trouve ça très sévère. Je pense qu'il est pas si maladroit avec ses pieds, mais je le vois plus par exemple là si on fait une défense à 3, je le vois plus en axial gauche. On avait vu contre l'Atlético Madrid, je crois en prépa, qui pouvait être pas mal du tout pour écarter le jeu dans cette position. Mais en tant que latéral gauche, on sent qu'il n'est pas du tout à l'aise, quoi. Et c'est pas son poste. Faut lui laisser un petit peu de temps avant d'arriver aux conclusions peut-être. Et puis si Diaby devant brille, c'est peut-être aussi parce que il lui permet de le faire en verrouillant bien le côté sur le plan défensif. Je crois que il faut raisonner un peu en duo dans les couloirs plutôt que de se focaliser sur les performances individuelles qui sont très interdépendantes. Ou aussi peut-être parce qu'il n'y avait pas d'adversaire en face, mais il faudrait voir. À Nîmes, avec un peu gros pressing, il avait pris le bouillon défensivement, Nzoki. Donc j'ai l'impression qu'il y a un manque de repères. Moi, je suis pas d'accord quand même par rapport aux petits. Que ce soit nos joueurs confirmés qui sont face à des joueurs de Ligue 1, ok. Mais faut pas oublier que nos petits, ils étaient en CFA encore il y a quelques mois et que c'est pas le même niveau. Et de voir leur intégration et même la détermination qu'ils ont dans leur façon de jouer, c'est extraordinaire. Puisqu'ils se mettent vraiment au niveau Ligue 1. Donc bien sûr. Que et ça, voilà, ce que j'entends souvent qu'on dit que le Paris Saint-Germain c'est facile, mais par rapport aux jeunes, je dis au match à Guingamp, il y avait quand même Dagba et Berned, si je me trompe pas, c'était lui qui était là. C'est quand même voilà, c'est des personnes qui sont pas c'est des joueurs qui ont joué en CFA toute la saison dernière, qui ont eu quand même la Youth League et fait un peu d'entraînement avec les pros, mais ça ne change pas, l'intensité de Ligue 1 n'a rien à voir et c'est vraiment extraordinaire et très beau à souligner que leur réussite et leur façon de s'intégrer rapidement comme ça. Bien sûr, mais moi je suis dans les notations actuelles et je note un Titi comme un autre joueur. C'est aussi une manière d'ailleurs de respecter. C'est je suis dans la notation sur un match. Après, quand on parle de contexte pour une ouverture plus large, une fenêtre plus large, mais sur un match, je note chaque joueur de la même manière. Je suis d'accord avec toi. Après, sur ce match, la prestation d'Nzoki, le mettre en flop, c'est très dur. C'est parce que j'avais pas d'autres flops, fais-en trouver un. J'ai dit prestation offensive. Après, il fait un match honorable, il mérite la moyenne, il n'y a pas de souci. C'est un flop sévère. C'est pas une catégorie flop, c'est plus j'ai pas aimé certaines choses. Bref. Bon, on va lui laisser le bénéfice du doute. Et puis surtout, il a Bernat en face, donc je crois qu'il a pas grand-chose à craindre par rapport à sa prestation. Il y a Diaby dans une défense à 3 qui peut être un concurrent. Si je peux me permettre, Olivier, voilà. C'est très dangereux de laisser le bénéfice du doute. On termine. C'est très dangereux de laisser le bénéfice du doute à Basto. C'est un terrain mineur. Je te laisse arbitrer tout ça. On va passer au match de Nice, qui était présenté par Basto notamment comme un mini-test, même si Nice n'est plus ce qu'il était depuis 2 ans. Eh bien, le PSG se déplaçait samedi à Allianz Arena et le match a tenu en partie toutes ses promesses, en partie parce que Nice a quand même été un peu suicidaire dans sa composition et sa façon de jouer. Mais bon, ça c'est le duel tactique que Nice a largement perdu. Et comme il s'est livré franchement et que Paris a répondu avec une intensité et une constance qu'on n'avait encore jamais vue cette saison, ça a donné un beau match de Ligue 1 au final, conclu encore victorieusement par le PSG sur un score de 3-0. Pas cher payé ceci dit si on considère le nombre des occasions parisiennes non converties par maladresse ou manque de réussite. Les buteurs du jour, c'est Neymar qui est allé de son doublé 22e et 92e et Nkunku à la 46e. Alors il est à noter que dans ce match, Tourelle avait changé encore une fois d'organisation tactique, était passé avec une défense à 3 et après une animation qu'on peut dire 2-2, enfin il y a 3-2-4-1. Ouais, il y avait plusieurs façons de la caractériser et c'est toujours intéressant de voir qu'est-ce que vous avez apprécié dans ce match et dans le schéma tactique qu'a proposé Tourelle. Est-ce que c'était d'ailleurs un schéma tactique circonstanciel ou c'était un essai qu'il continue pour ce schéma qui était présenté au départ comme son schéma préférentiel? Basto, tu démarres pour ce match. Déjà le 3-2-4-1 c'était son système sur la fin à Dortmund, donc avec à peu près les mêmes types de joueurs, des pistons qui étaient plus des joueurs offensifs. Après, Tourelle le dit lui-même que c'était circonstanciel pour ce match parce que il joue comme ça quand les équipes adverses ont 2 pointes.
Donc et qui préfèrent jouer autrement quand les équipes adverses ont une pointe. Bon, on verra par la suite. Personnellement, j'ai adoré la prestation globale, surtout entre la 5e et la 25e minute, qui sont pour moi d'une quasi-perfection. On a tout vu, maîtrise technique, maîtrise tactique, avec l'apparition de nouveaux circuits de jeu que j'appelais au dernier podcast, donc je suis très content là-dessus. On a eu 3 défenseurs axiaux qui ont étouffé les 2 pointes adverses, même si Saint-Maximin a parfois fait mal à Kimpembe, surtout en début de match. Mais globalement, il y a eu une densité dans la zone axiale qui a permis de contrer la première force niçoise qui est leur duo d'attaquants. On a aussi eu un carré au milieu, donc avec Marquis et Rabiot et un cran puant Neymar et Di Maria qui, perso, m'a plutôt régalé, surtout en première mi-temps. Et là encore, ça nous a permis d'être en supériorité numérique dans ce secteur face aux 3 milieux adverses. On a vu un PSG qui avait un bloc très haut. On a enfin vu en application ce qu'est le gegenpressing de Tourelle, ou le contre-pressing, c'est-à-dire presser tous les instants dès la perte de balle pour ensuite profiter du déséquilibre adverse. Et on l'a vu pas mal de fois, des récupérations hautes et bim, on balançait sur les ailes et bim, 2-3 touches et ça rend tout de suite plus simple les transitions. Et donc avec ces mêmes joueurs de l'arc défensif, c'est-à-dire qu'on avait Marquis, Rabiot, Silva et Kehrer et Kimpembe, donc pour moi dont j'avais dit les défauts pour certains dans le dernier podcast, on a vu des niveaux de circuit de jeu où la construction, notamment basse, ne passait plus forcément par eux. Ça fait des années qu'on voit une construction qui passe justement par ces joueurs, et si par miracle la balle avançait, d'un coup on écartait haut sur le terrain sans forcément beaucoup d'imagination, c'était un peu en mode automatique. Là, on a vu le contraire, avec une idée d'écarter très rapidement, et souvent à bon escient sur les ailes, sur les pistons, ou en profondeur parfois, notamment Marquinhos qui a été excellent dans ses ouvertures sur ce match. Et on se recentrait plus sur la fin dans les hold space via Vianney et Neymar et Di Maria, qui ont été vraiment très bons entre les lignes sur les circuits de jeu directs. Drayas, tu as essayé de me contredire tout à l'heure, donc je reparle là, tu me diras tout à l'heure. On a un Neymar qui pour moi n'a pas eu besoin d'initier les actions de plus bas. Il était clairement plus haut que le duo Rabiot-Marquinhos, alors que c'est pas souvent le cas, où des fois il est vraiment obligé de venir à leur hauteur. Et j'aime vraiment voir Neymar plus rapproché d'Mbappé. Mbappé plus axial, je pense que dans le futur c'est son poste. Ailier droit, je pense qu'il y a des limites pour lui dans le moyen terme. Et on a eu un équilibre sans Cavani. Je n'enterre absolument pas Cavani, mais il y a une nouvelle possibilité de voir une nouvelle attaque. Il faudra la tester sur plusieurs gros matchs, tout en testant toujours Cavani sur plusieurs gros matchs. On a eu un équilibre sans Verratti, ce qui est assez rare. Et voilà. On a eu l'impression surtout que Nice laissait de grands espaces entre son milieu et sa défense, dans lequel se sont régalés les 2 numéros 10 qui ont été Di Maria et Neymar dans ce match. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est la hauteur à laquelle l'équipe a joué. Certains reprochent à Silva de faire jouer son bloc trop bas. Là, il a joué quasiment à hauteur de la ligne médiane tout le match. Ouais. Donc là, c'est beaucoup plus facile de transmettre court. Et c'est beaucoup plus facile. Neymar n'a pas besoin d'aller chercher les ballons bas, puisque les ballons, ils arrivent forcément haut. Moi, c'est vraiment ce bloc-là qui m'a intéressé. Silva, oui, a placé son bloc haut. Il y a aussi le duo Marquinhos-Rabiot qui a initié un pressing très haut, et la défense a bien suivi. Mais le duo Marquinhos-Rabiot, au niveau de la position du bloc, je pense, est aussi pour beaucoup. Thierry, tu as des choses à rajouter sur ce qu'a dit Basto? Ouais, pas mal de choses. Ouais. Il a parlé tout à fait là du pressing constant, vraiment. C'est vraiment que Tourelle a toujours voulu faire. Enfin, c'est surtout de ce que j'ai pu voir des matchs de Dortmund ou même de Mayence à une époque. Et voilà, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est l'attitude, l'implication collective. On avait vraiment l'impression que vraiment les 20 premières minutes, c'était un mode commando, agressif dans le bon sens du terme, pas tomber dans la provocation. On avait l'impression que c'était Nice qui était le favori, ou comme si c'était un match de coupe. Et cette attitude-là, c'est vraiment ce qu'on aimerait voir le PSG. Et on sait très bien que la qualité technique, ils l'ont. Alors il suffit, eux, de se mettre au niveau physique et dans le duel. Je pense que ça peut être intéressant. Surtout, je trouve quand même Nice à jouer. Et dans l'ensemble, a quand même pas mal provoqué la défense parisienne, surtout avec les attaquants virevoltants que Maoulida, je crois que c'est ça, Michel Maoulida et Saint-Maximin. Mais là, on a pu apprécier un très bon Kehrer, qui avait l'air d'être un peu en difficulté dans ses dernières sorties. Et j'ai beaucoup aimé aussi les transitions rapides qui cassent les lignes.
Mais comme contre Reims, où justement Neymar venait les chercher, là il était beaucoup plus haut, ce qui permettait à Marquinhos ou à Rabiot de le trouver plus rapidement. Et voilà, justement, pour parler de Marquinhos, une très bonne copie. Vraiment, après là, on l'a senti vraiment en jambes. Après, c'est peut-être pas la même adversité qu'à Anfield, mais en tout cas, au niveau des passes, qu'il avait souvent tendance, quand il a joué, les fois où il a joué à ce poste-là, il avait souvent tendance à laisser la balle aux défenseurs pour faire le jeu. Là, on l'a vu qu'il a vraiment pris le jeu à son compte et qu'il a tenté sur les côtés et justement le premier but part d'une bonne transversale vers Nkunku. Et voilà, il a compensé beaucoup de montées quand Di Maria était plus haut et permis beaucoup de récupération. Et pour en revenir aussi, j'ai beaucoup apprécié les changements d'aile et je pense que c'est travaillé, comme on a pu voir que ce soit à Nîmes, le but de Neymar, à Rennes, le but de Choupo-Moting, même contre Reims, le but de Meunier. Il y a beaucoup de changements rapides sur les côtés avec un joueur qui arrive lancé et ce qui perturbe énormément les blocs des équipes adverses. Et c'est souvent Neymar côté gauche qui a la baguette pour son côté droit, pour son pied droit, et Di Maria côté gauche pour faire des passes en diagonale. Donc voilà. Oui, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que l'équipe défendait en avançant, et ça change beaucoup de choses. Et l'adversité a fait que Marquinhos, il a joué un peu dans un fauteuil, il a pu s'organiser beaucoup plus facilement que quand il est pressé, et là il a une tendance naturelle à reculer au niveau des défenseurs centraux. Là l'équilibre était bien meilleur à ce niveau-là. Dryas, tu as des choses à rajouter? Bah déjà, t'es tellement dur là sur Marquinhos, enfin, tu peux lui accorder du crédit. Ne serait-ce que pour le match, la qualité du match qu'il a produit. Mais on reviendra sur Marquinhos après. Je vais d'abord répondre à Basto par rapport à Neymar. Moi, ce qui m'a interpellé justement. Et Titi, parce qu'il est d'accord avec moi. À moi et Titi, puisque Titi a souligné que Neymar l'a trouvé beaucoup plus haut aussi. Ouais, mais justement, je suis pas d'accord avec vous dans le sens où ce que j'ai vu moi, c'est que Neymar redescendait tout autant, mais pour la première fois, ça gênait pas. Et effectivement, moi, j'ai vu Neymar très très souvent justement en position de 8. On a même vu Neymar. Parce que... Ça va, Titi? C'est moi, ça va. Ah, c'est toi, Olivier. Okay. Oui. On a vu Neymar faire pas mal de replis défensifs et d'une manière générale, un truc qu'on peut souligner sur ce match, c'est la qualité de l'implication défensive. Mais je parle pas défensivement. Non, mais je parle de la qualité. Mais même dans l'organisation, des fois, il était plus bas. Et à ce moment-là, c'est Di Maria qui est remonté. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu un équilibrage des joueurs qui faisait que cette fois, c'était pas gênant. Là où avant, quand Neymar était en train de redescendre, bah, ça pétait, ça se voyait parce qu'il n'y avait plus personne devant. Et ben là, quand il le faisait, c'était vache. Alors peut-être qu'il le faisait moins, mais ça ne veut pas dire qu'il le faisait plus. Et mon point par rapport à ça, c'est là où tu vois les progrès, c'est que même s'il le fait, ça te gêne pas. Pourquoi? Parce que c'est dans la continuité du jeu, qu'il y a quelqu'un qui propose en même temps, et il y a un équilibrage qui se fait. Bah, oui, je peux être d'accord, mais ce que je soulignais contre Reims, c'est le fait qu'il était obligé d'aller la chercher plus bas. C'est vieux parce que le ballon avance pas. Voilà, oui. Et là, il est... Peut-être qu'il l'a refait, mais du coup ça se voyait moins. Oui, ça se voyait pas, mais il le fait peut-être un peu moins, mais il le fait tout de même, et ça gêne plus du tout, parce que justement, il y a toujours une réponse par rapport au fait qu'il redescend, il y a un équilibrage qui se fait. Et alors, après, je vous ai trouvé tous les deux gentils, notamment Titi, quand tu parles des 20 premières minutes, il y a les 10 premières minutes où il y a des petits moments de doute. Toi, tu dis 5 minutes, il y a eu quand même pas mal de percées. Et il y a eu. Alors, je reviendrai dessus après. Ce que j'ai adoré dans ce match, c'est le bloc, le quadrillage du terrain. Enfin, c'était un quadrillage du terrain qui était formidable, mais qui a mis du temps à se mettre en place. On reviendra après. Moi, ce que j'ai aimé sur ce match aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de joueurs qui dépassent leurs fonctions. Ils comprennent les mouvements du voisin, ils s'adaptent, etc. Et c'est... Alors que, enfin, je veux dire, on a des joueurs qui sont pas encore tout à fait à leur pic de forme. On commence à voir apparaître une équipe où les mecs sont vraiment en train de se battre pour l'autre, et quand ils vont être en forme, ça va être formidable. Et on pourrait presque dire qu'il y a certains joueurs qui sont obligés de faire comme les autres. Je pense notamment à Rabiot, qu'on a vu, mine de rien, beaucoup plus devant que sur les dernières sorties, où en fait il y a cette espèce de mouvement qui se met en place, où comme les autres se battent pour l'équipe, et ben ceux qui ne se battaient peut-être un peu moins, se retrouvent à le faire.
Alors ensuite, j'ai noté quoi? J'ai aimé nos coups de pied arrêtés. On aligne une vraie présence dans la surface adverse. Il y a énormément de joueurs qui viennent se placer de manière très très intelligente. Ensuite, excusez-moi, j'ai du mal. Il y a le dézonage. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est la progression. On est en train de voir quelque chose depuis Rennes, où tout à coup, les joueurs qui étaient dans un espèce de confort, satisfaits avec leur truc, et ben, ils sont en train de sortir de leur zone de confort, et ils sont en train de se battre. Et en plus de ça, on commence à y ajouter la qualité technique, et à l'arrivée, on a un match un peu kiffant. Excusez-moi, j'ai un peu de mal. Je crois que le petit flottement que tu as remarqué en début de match, il a duré le temps que Kerrer et Kimpembe prennent la mesure de Molida et de Saint-Maximin, qui était vraiment très très entreprenant en début de match. Les deux ont un petit peu peiné à se situer, et dès qu'ils ont pris la mesure de ces deux joueurs, ça a été réglé. Alors, et ensuite, le sentiment qu'on a que les replis sont moins gênants, les redescentes sont moins gênantes, c'est parce que le bloc est nettement plus haut. Donc on n'a pas ce sentiment de retour en arrière qui nécessite ensuite de repartir de l'avant beaucoup plus, parce qu'on a joué à hauteur de la ligne médiane. Et ça change tout par la compacité du bloc et par la hauteur de son évolution. Je suis tout à fait d'accord avec ça, mais je trouve que pour le début du match, je ne partage pas du tout ton avis. Je n'explique pas ça juste par la présence de quelques attaquants niçois qui sont en train de mettre en difficulté deux défenseurs. Tu vois clairement, quand tu regardes le terrain, tu vois des trous. Là où 10 minutes après, il n'y a plus aucun trou parce que le terrain il est quadrillé de A à Z. Et effectivement, tu as un bloc qui bouge, on se fait prendre de temps en temps, mais les défenseurs réagissent avec intelligence. Mais justement, dans ces 10 premières minutes, tu as des trous sur le terrain. Oui, mais... Et c'est pas du tout la même chose que à partir de... Alors 10 minutes, j'exagère, c'est la 7e, 8e minute, j'ai pas noté exactement, mais où là, tout à coup, tu commences vraiment à avoir un bloc et tu commences à avoir ce que tu décris. Et le définir juste parce que deux attaquants niçois, non, c'est pas vrai. Les deux attaquants niçois n'ont pas pu exister, entre autres parce que le milieu, et n'ont pas pu exister parce que le bloc. Et il faut qu'on arrête de juger les gens par l'individu. Mais tu as quand même la seule occasion niçoise, elle est à cette période-là où Kerrer se fait bouffer par Malida et il y a une frappe sur Buffon, sur Areola, qui fait un arrêt parfait à ce niveau. Après, tu l'as plus vu. Ces attaquants-là avaient été moins perturbants qu'ils l'avaient été en début de match. Bon, on va passer à ce que vous n'avez pas aimé. Thierry, tu commences. Moi, c'était vraiment... Allô, vous m'entendez? Oui, vas-y. Ok. Donc non, moi, ce que j'ai trouvé compliqué dans ce match-là, après, ça a été vraiment ça a été les premières fois. Non, moi je trouve pas que les premières minutes ont été difficiles. Après, moi, ce qui m'a le plus gêné, c'est encore le manque de justesse. Encore une fois, c'est vrai, voilà, vous l'avez répété. C'est vrai, peut-être qu'on en demande un peu trop à ce PSG, mais il y a des moments où justement pouvoir se mettre à l'abri rapidement, la justesse. Mais après, dans l'ensemble, on va pas parler de match parfait parce que ça n'existe pas, mais dans l'ensemble, c'est vrai que moi j'ai trouvé une équipe. C'est vraiment ça, et c'est peut-être ça qu'a aidé Marquinhos, c'est qu'il était moins scellé, et ce qui fait que, comme tu l'as dit si bien, je crois que c'est toi qui l'as dit par rapport à Rabiot, qui a dû voir que les autres commençaient à bouger et de faire. J'appelle ça peut-être, c'est le syndrome N'Golo Kanté, quand lui qui court partout, peut-être. Ah, excuse-moi. Et ses coéquipiers qui voient le joueur en train de se donner, ça donne envie. Après, je pense que Tourelle a dû beaucoup pousser par rapport à ça, et ça fait un bon moment qu'on savait que si le Paris Saint-Germain fait son pressing, ça serait ok. Donc, dans l'ensemble, ce que j'ai pas aimé, ça a été le manque des fois d'application sur certaines phases offensives, voilà. Parce que au niveau défensif, on a vraiment été très costaud. Darius, qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Contrairement à Thierry, moi vraiment c'est l'entame de match, et c'est un vrai problème qui pourrait nous coûter cher en Ligue des Champions. On a trop de laisser aller en début de match. Après, excusez-moi.
Enfin, oui, voilà, j'aimerais qu'on commence les matchs vraiment mieux. Il y a aussi le fait que le bloc qu'on arrive à constituer après 5-10 minutes, etc., s'écroule en deuxième mi-temps. C'est-à-dire que tout à coup, on se retrouve avec un peu moins d'efforts. Mais ça peut s'expliquer vraiment par la fait que ça demande vachement plus d'efforts de jouer comme ça, que le score est mine de rien assuré et que les joueurs relâchent un petit peu le pied, c'est compréhensible, surtout qu'on est en Ligue 1. Hein, en plus, ils sont à 10 en face. Oui, voilà, ils étaient à 10 en face. Match de Ligue des Champions, mercredi aussi, il faut y penser, hein, souvent. Exactement. Après, là où j'ai aimé, un truc que j'ai pas dit, j'ai aimé que la ligne défensive tenait le bloc haut, et ça j'ai vraiment apprécié. J'aimerais un petit peu plus de participation de la ligne défensive. J'ai trouvé que notamment que Kimpembe, qui lors de précédentes sorties était très intéressant, j'ai trouvé beaucoup plus en difficulté sur son côté gauche et il avait beaucoup plus de mal à lancer le jeu, au-delà de ses difficultés défensives par rapport à Saint-Maximin. Sur Saint-Maximin, il faut noter quand même que Kerrer a fait un match d'anthologie, alors que ce n'était pas de son côté, mais il a fini par littéralement écœurer le virevoltant attaquant niçois, qui n'a jamais été aussi peu proactif passé la 10e minute. Et j'aimerais que cette ligne défensive, maintenant qu'elle arrive à arrêter de reculer, et ça s'explique, je suis d'accord avec Olivier, avec le milieu, avec l'attaque, qu'elle soit un chouïa plus proactive. Et on ne l'a pas assez vu sur ce match. On avait l'impression, et d'ailleurs Tourelle l'a dit, que la consigne était de relancer court et d'être surtout concentré défensivement, parce que tu avais beaucoup de joueurs au-delà du ballon, et tu as vraiment besoin d'avoir des défenseurs qui soient très attentifs, très concernés par leur tâche défensive. Silva, pour le citer à nouveau, a fait un match exceptionnel en couverture en première mi-temps, et quand Balotelli est rentré, il l'a bouffé en duel individuel. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Quand tu as des défenseurs de cette qualité-là, ça permet quand même à tes joueurs qui sont devant eux d'avoir une sérénité, une possibilité de se lâcher qui est quand même tout à fait différente. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je suis tout à fait d'accord avec ça, mais si par exemple tu as un Marquinhos, ce qu'a fait Marquinhos, tu as un mec comme ça derrière qui est capable de faire certaines de ses relances, et ça fait que Marquinhos peut en plus faire ses relances, et c'est que tu en as encore plus, et ça ne changera pas grand chose. Il y a déjà un énorme progrès au niveau de la défense qui s'explique par rapport au milieu, que la défense se tienne haute, et notamment Thiago Silva que tu mettais en avant, qui clairement demandait à sa défense de se tenir haute. Mais tu pourrais peut-être vouloir un petit peu plus de proactivité, ça démultiplierait les possibilités de l'équipe. Basto, qu'est-ce que tu n'as pas aimé ? Déjà pour rebondir sur ce que vient de dire Darius, quand on aura une équipe dans un top niveau qui viendra vraiment presser haut nos DC, s'ils ne sont pas capables de jouer vers l'avant sous pressing, on aura de nouveau des problèmes de bloc. Là ça a été très bien avec ces nouveaux circuits de jeu comme je l'ai dit, mais c'est vrai qu'on n'a eu aucun des 3 DC qui a pris vraiment de risques avec ballon. Sinon, pour revenir sur votre petit débat que vous avez entamé tout à l'heure sur nos 5 premières minutes, je suis un peu entre vous deux. Je trouve qu'en fait, sur les 5 premières minutes, on avait un pressing déclenché qui était extrêmement haut par Marquis et Rabiot, et qu'il y a certains défenseurs, notamment Kimpembe et Kerrer, qui avaient du mal à se positionner par rapport à ce mouvement et à suivre, à coulisser ce bloc très haut. Du coup, on avait des problèmes de bloc, et c'est Marquinhos... c'est Marquinhos, pardon, c'est Kimpembe et Kerrer qui avaient du mal à se situer par rapport à ça, même si ça a été très vite réglé après la sortie de Areola sur Maolida à la 6e ou 7e minute de jeu. Et sinon, j'ai l'impression, comme Titi et Darius, qu'en deuxième mi-temps, on aurait pu ou dû enfoncer le coup plus rapidement. Et au-delà des problèmes de bloc, on a aussi eu des situations gâchées, soit par manque de lucidité, notamment Di Maria qui a pas mal arrosé, ou soit par gourmandise avec des joueurs qui ont privilégié la solution individuelle alors qu'il y avait des partenaires démarqués. Je pense à Di Maria ou Mbappé qui oublie Neymar par 2 fois. Très bien, on va passer maintenant à vos appréciations individuelles. Des tops que je vous autorise plus nombreux cette fois-ci vu la qualité de la prestation d'ensemble parisienne. Darius, tes tops. Je m'en suis tenu à 3 par respect des consignes parce que je suis quelqu'un de voilà. Kerrer, ce qu'il a fait sur ce match, à la fois Maolida et alors que Kimpembe était plutôt en difficulté vis-à-vis de Saint-Maximin et quand Saint-Maximin est pas mal venu à gauche, je sais pas pourquoi il est venu à gauche, mais toujours est-il, il est tombé face à un roc qu'il a compris, qu'il l'a maîtrisé, qu'il l'a bouffé, qu'il l'a dévoré. Je trouve qu'il a répondu de la meilleure des manières à tous ceux qu'il envoyait en Chine après son premier match. Et je rappelle au passage qu'il n'a que 21 ans. Ensuite de ça, j'ai envie de citer Marquinhos. Quel match il a sorti.
Lui qui a été décrié en tant que milieu qui était juste incapable d'avancer, incapable d'endiguer, bah, il a avancé, il a décalé, il a lancé tout ce qu'on veut et de la plus belle des manières et il a endigué magistralement. Un match XXL de sa part. Et enfin, j'ai envie de citer Di Maria. Une fois n'est pas coutume, je le mets rarement en top. Mais en tout cas pour sa première mi-temps. Je pense que Tourelle, le magicien, l'a marabouté. Je l'avais jamais vu aussi peu décisif et autant collectif sur une mi-temps. Je crois que c'est quand il joue comme ça en deuxième numéro 10, il est souvent bien meilleur, maintenant en tout cas à cette phase de sa carrière, que quand il est sur un côté. Et ça a été une très très bonne innovation de Tourelle et probablement à reproduire. Basto, tu avais d'autres tops? J'avais aussi mis Di Maria, que je critique beaucoup et qui a été beaucoup critiqué sur ce match, alors que d'habitude c'est plutôt quand je le trouve moyen qu'il est encensé. C'est peut-être cette culture du mec qui est décisif. Là il l'a pas été, mais je l'ai trouvé vraiment très utile sur les circuits directs entre les lignes. Ça fait longtemps que je pense que Di Maria est meilleur dans l'axe, notamment sa saison au Real où il avait joué 8 un peu libre. Là, dans ce rôle de deuxième numéro 10, il me plaît beaucoup. On voit moins ses défauts et on voit plus ses qualités. Il a plus ce côté énervant quand il est sur le côté où il va déborder de manière robotique sans vraiment regarder où est le jeu et c'est un peu néfaste au collectif. Là, vraiment, il accélère le jeu et les transitions. Marquinhos aussi, je suis obligé de le mettre. Notamment pour son jeu sans ballon ou avec son pressing haut, il a étouffé l'adversaire, mais surtout par son jeu avec ballon, que ce soit par ses ouvertures, notamment sur le premier but où il écarte sur Nkunku, que ce soit sur un but qui est refusé de peu pour hors-jeu où il avait bien lancé, je crois que c'était Mbappé, et aussi par son déplacement sans ballon où on l'a vu parfois aller se positionner très haut entre les lignes adverses. Donc voilà, on avait un Marquinhos statique à ce poste de 6 sur ses premiers matchs, et là on a eu un Marquinhos mobile qui s'est mis à bouger. Et puis quelle relance. Alors moi j'ai mis aussi Neymar et son mouchoir d'ailleurs. On pourrait mettre le mouchoir de Neymar en top. Il a joué 20 minutes quand même, le mouchoir de Neymar. Non, Neymar, on est obligé de le mettre. Il a sublimé les ballons qui sont passés par ses pieds, les nombreux décalages. Il marque 2 buts, dont le premier qui est une frappe magnifique. Et en plus il a été très présent défensivement avec pas mal de retours. Donc on a eu le Neymar qu'on aime et pas du tout le côté énervant qu'on peut avoir. Et enfin en top je mets Tourelle. Sa compo m'a interpellé. J'étais content notamment du repositionnement axial de Di Maria Mbappé. J'étais content de voir des pistons qui sont des attaquants. Après, avec cette défense à 3, je reste dubitatif. Mais ce changement de circuit de jeu a permis de masquer les carences de certains joueurs. Et donc là-dessus, ça a été très bien fait tactiquement. Oui, je crois que c'est surtout la compacité du bloc qui est le grand changement par rapport à ce que l'on avait vu l'année dernière et un peu aussi en début de saison, notamment en Anfield, où on a vu un 7+3 ou un 6+4 avec des trous énormes au milieu. Là, tout est groupé, les joueurs défendent en avançant. Il y a un pressing à la perte du ballon qui est exceptionnel. Ben ça donne un dynamisme à l'équipe qui n'existait pas auparavant. Ça, je crois que c'est le grand apport de Tourelle sur ces 2-3 matchs depuis que les choses se mettent en place. Probablement, Anfield a servi peut-être à faire prendre conscience aux joueurs et lui est d'enfoncer le clou par rapport à ce qu'il leur demande. Thierry, tu as tes tops à toi, c'est lesquels? Oh, toujours, je vais rester moi dans la lignée de Marquis, qui a fait un très 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 bon match, solide, costaud vraiment, comme j'en avais parlé dans ce que j'avais aimé dès le départ. Et après pour répéter, ça a été vraiment son activité, même ça a été vraiment et surtout ce que j'ai apprécié, ça a été balle au pied. C'est souvent le problème. On s'était dit qu'avec avec son profil, c'est sûr qu'on va avoir quelqu'un qui va récupérer des ballons. Ça, j'avais aucun doute sur ça. Mais après, c'est qu'est-ce qu'il en fait, et il a été très bon. Après, il y a Neymar qui a été qui vraiment, c'est lui le maestro qui se place entre les lignes, qui vient chercher la balle même de temps en temps, qui repart en dribble, qui va jouer sur les côtés, qui fait vraiment jouer beaucoup ses partenaires et qui pourrait terminer, je pense, depuis le début de la saison avec au moins deux passes décisives à chaque fois. Et je l'ai beaucoup critiqué. C'est Adrien Rabiot, et je trouve qu'il a fait un match solide et très serein surtout. Et il a beaucoup joué à une de touches de balle, ce qui a beaucoup favorisé le jeu offensif et les transitions.
pour aller rapidement de l'avant. Il a provoqué, il a monté avec les balles au pied. Et il a surtout fait énormément de décalage vers Diaby ou Nkunku. Et voilà, donc c'est... Et il a pris, je sais pas si tu as remarqué, mais il a pris une frappe aux 20 mètres dans le début du match. C'est chose qu'on n'a pas vu faire depuis assez longtemps, alors que mine de rien, il a une bonne frappe. Tout à fait, même le niveau c'était physique, nouveau, quoi. Même au niveau physique, il a vraiment répondu à... Et surtout que voilà, le milieu de terrain niçois, physiquement, met beaucoup d'impact et il a répondu avec beaucoup d'intelligence. Quand j'écoute ton top là sur Diaby, on se demande, puisque Kurzawa est convalescent, que Nsoki est quand même plus un défenseur central qu'un défenseur latéral, et que Bernat a quand même de grosses carences défensives, si le meilleur latéral gauche du groupe aujourd'hui, c'est pas Diaby. Diaby peut jouer que dans un système à 3. En piste, dans un 4 derrière, on peut pas mettre Diaby arrière gauche. Et je trouve qu'on est un petit peu dur. Je trouve qu'on est un petit peu dur. Oui, ce sera pire que Bernat. Et je trouve qu'on est un petit peu dur avec Bernat qui mine de rien, c'est vrai qu'il rate beaucoup de duels défensifs quand il est sur son aile, parce que rappelons-le, il gagne ses duels défensifs quand il est au milieu. Et mine de rien, en progrès, apporte de plus en plus à chaque fois qu'il apparaît, et de mieux en mieux compris par ses coéquipiers. L'enterrons pas trop vite. Après, j'aurais aimé réagir sur Di Maria et ce que disait Basto. C'est oui, il y a sans doute l'axe, oui, etc. Mais on peut pas ignorer le fait que Tourelle, depuis le début, est en train de parler de ses 4 attaquants. Et qu'il est toujours, à chaque fois, mais je veux dire, il n'y a pas une seule fois où il en parle, où il met pas Di Maria dans la liste. Je vois pas le rapport. Et c'est juste que c'est pas seulement le fait que Di Maria soit dans l'axe. Je pense qu'on a un Di Maria qui est relativement étincelant, parce qu'on a un entraîneur qui a eu l'intelligence de comprendre qu'il avait besoin d'être mis en avant. Regarde, et qui a su le mettre en avant. Quand il rentre contre Reims de nouveau en ailier, il est pas bon. Dès qu'il joue ailier, il est moins bon, il est moins intéressant. Il est moins intéressant, c'est plus le terme que tu recherches. Oui, mais d'un autre côté, il est beaucoup plus décisif, etc. Ce que je veux dire, on peut pas nier l'impact de la manière avec laquelle Tourelle le met en avant et pas juste remettre ça à l'axe, parce que c'est une lecture qui est trop... justement dans cette position. Et sinon, je voulais réagir sur Edison, parce que mine de rien, tu étais en train de parler en sous-main quand tu étais en train de parler que tu as aimé mince, j'ai oublié son que Kylian soit mis dans l'axe. Attendons de voir, parce que Cavani a réagi clairement quand il était contre Reims. Attendons de voir, laissons-lui du temps, et je pense qu'avec ce nouveau état d'esprit d'équipe, on pourrait être très surpris par Cavani, et il ne faut pas l'enterrer trop vite. C'est pour ça que j'ai dit, par exemple, sur les 2 prochains matchs, on joue Belgrade et Lyon, j'aimerais bien voir un match avec Cavani, un match sans. Mais je sais pas si vous avez remarqué quand même, la MCN n'a pas joué beaucoup de matchs en 2018. C'est quelque chose, c'est dingue, parce qu'à chaque fois quand il y en a un qui arrive, l'autre part, l'autre est suspendu, il n'y a pas beaucoup de matchs ensemble. Au final, c'est un match sur 3 ou 4, je crois. Ouais. Voilà, il n'y a pas énormément de matchs, et c'est là que moi j'ai l'impression qu'il y a quand même un déséquilibre qui se crée. Si Mbappé et Neymar sont sur les côtés, c'est compliqué. On sait que dans une équipe, s'il y en a un seul qui ne défend pas, c'est pas grave. Ça, on peut encore le gérer. Mais 2, ça devient énormément compliqué, surtout s'ils sont sur les côtés. Quand Mbappé est devant en 9, il peut faire le pressing. Pas besoin de faire le Cavani de revenir en arrière. Il peut juste faire le pressing devant, c'est suffisant. Mais s'il est sur le côté et que Neymar est sur le côté, là, ça devient beaucoup plus embêtant pour l'équilibre. Il y a cet équilibre. Oui, pardon. Vas-y, pardon. Je disais, avec les trois, il y a une difficulté. C'est pour ça que pour moi, Neymar doit être en 10, doit être derrière les 2. Si vraiment on se trouve dans une difficulté, ou vraiment derrière les 3. Et c'est vrai que je suis d'accord par rapport à Di Maria, qu'il soit cantonné sur un côté. Di Maria, c'est un poulet sans tête. C'est quelqu'un, voilà, on peut pas le mettre dans des cases. Il faut qu'il soit libre, et je pense que 2-10, ça peut être intéressant derrière 2 attaquants, mais après c'est un équilibre à trouver. Tourelle a insisté sur le fait que les 2-10 étaient une idée à baser. Et au-delà comme tu parlais de l'équilibre défensif, quand on a Neymar et Mbappé sur les ailes, il y a aussi le fait que Neymar et Mbappé ont besoin de jouer proches. Ils aiment bien combiner ensemble. On voit quand ils sont rapprochés et quand ils sont tous les 2 écartés sur une aile. Par exemple à Liverpool, ils se sont échangés 0 ballon, c'est problématique. Tout à fait.
il semble quand même que le repositionnement de Neymar en 10 soit une chose acquise. Il va jouer de moins en moins sur le côté et de plus en plus comme joueur libre dans l'axe, comme il le fait au cours des derniers matchs. Et pour revenir sur Cavani, on remarque quand même que ce que vous avez déploré, c'est d'avoir gâché beaucoup d'occasions sur ce match. Avec Cavani, on peut quand même globalement remarquer qu'on en gâche moins. C'est un joueur qui est capable de scorer beaucoup plus régulièrement que les autres et surtout de bonifier des ballons improbables par des frappes qu'il est le seul à pouvoir trouver. Oui, bien sûr. Après, est-ce qu'on s'en crée pas plus sans lui? Je sais pas. C'est vrai que les matchs sans lui, à chaque fois, on met 4-5 buts. Ça a toujours été une interrogation. Mais à chaque fois, quand Cavani revient, il te met un triplé. Donc c'est très compliqué de savoir. C'est pour ça que j'aimerais bien juste voir sur certains grands matchs l'équipe avec 2 numéros 10 et sans Cavani avec Mbappé en pointe, sans éliminer Cavani et le remettre sur certains matchs. Vraiment alterner entre les deux pour voir juste continuer les tests. Mais vraiment prendre en compte en fait qu'il y a un nouvel état d'esprit dans l'équipe, qu'il y a vraiment une nouvelle... Enfin, les joueurs sont changés. Clairement, le coach a réussi cela. Et Cavani, pour l'instant, on n'a pas tellement vu depuis que les succès réels commencent à arriver, parce que pour moi, le début de la saison n'était pas des succès, les succès commencent depuis Rennes. Et Cavani, on n'a pas tant vu que ça. Attends de voir à quoi il ressemble, parce que je veux dire, il y a une chose, je finis juste, il y a une chose moi qui m'a beaucoup surpris, c'était le Cavani à la Coupe du Monde, où tout à coup on a vu un Cavani joueur, on a vu un Cavani qui sortait de la zone dans laquelle on avait l'habitude de le mettre. Attendons de voir comment il va se comporter avec cette zone dans laquelle j'ai mon petit argument par rapport à ça en Uruguay, c'est la qualité technique. Quand tu passes, c'était souvent ça qu'on avait, pour revenir un peu à quelques années en arrière, tu passais de Maxwell, Verratti, Mota et ça arrivait à Matuidi, c'était plus compliqué. Et par exemple, Cavani, à part Suarez, qui est plus technique que lui en Uruguay. Donc indépendamment de ça, il arrivait à faire des trucs techniques qu'on le jugeait presque incapable de faire quand il était au Paris Saint-Germain. Et pourtant, il les faisait. Et il y a certaines choses qu'il fait à la Coupe du Monde qui sont extraordinaires. Qui sont extraordinaires, je suis d'accord. Il a été fabuleux. Après, je me méfie toujours des moments surchauds sur 3-4 matchs. C'est possible. Mais attendons de voir comment ce Cavani va se comporter avec cette nouvelle équipe. C'est pas une critique contre Cavani que je fais. Ah oui. Moi, je vais en parler dans le gros plan tout à l'heure. J'en parlerai dans le gros plan tout à l'heure. Voilà. Non mais Cavani fait partie de ces catégories d'attaquants qui finalement ne réussissent son match que parce qu'il a marqué. Moi j'ai connu ça avec Carlos Bianchi qui ne marquait pas, ce qui était exceptionnel. On ne le voyait pas du match. Paoletta aussi. Ouais. Voilà. Donc il faut juger Cavani sur ses qualités, sur ce qu'il est capable d'apporter, c'est-à-dire son efficacité exceptionnelle sur les buts, et puis son don de soi. C'est un joueur, quand tu as besoin de presser, là Cavani à la guerre, il va y aller tout le temps. Et après lui demander autre chose dans les matchs, mais il est très dépendant du jeu de l'équipe, très dépendant de l'animmation des autres, et il faut accepter à la fois ses qualités et ses défauts. Et dans un match, il a au moins toujours une ou deux occasions si les coéquipiers avaient la justesse de lui mettre ou l'envie de lui mettre. Je pense qu'il y a plein de fois qu'il aurait pu être plus décisif qu'il l'a été déjà. Mais avec des lignes plus resserrées, je pense qu'on va voir une toute autre animation offensive et il tirera peut-être mieux son épingle du jeu que là où il était un peu isolé. On va passer au flop. Il va peut-être pas y avoir beaucoup de flops là parce que le match a été globalement réussi. Alors on va peut-être essayer d'aller vite sur ce chapitre-là, Basto. Moi j'en ai 3. Moi j'en ai 2. J'ai l'entrée de Bernat, qui a d'abord été rassurante puisqu'il fait un ou deux retours défensifs et qui propose offensivement, mais ça a duré que 5 minutes. Après il prend une énorme faute où il se prend un jaune et c'est surtout avec ballon, alors que c'est là où je l'apprécie. Il a fait pas mal d'appels à contre-temps puisque je crois qu'en 20 minutes il réussit l'exploit d'être signalé 4 fois hors jeu. Et après j'ai un deuxième flop qui peut paraître sévère, qui est Nkunku, qui a été décisif sur les 2 premiers buts. Il marque le second, sur le premier il crée le décalage. Mais sans être mauvais, je trouve que ça a été le moins bon du 11. C'était peut-être le seul qui était un peu perdu dans ce système. Il a eu du mal à se positionner, il a eu du mal dans l'intensité. En fait. Et c'était nouveau pour lui ce poste, même si on l'avait vu en préparation dans un match officiel, c'était nouveau. Mais quand on voit Diaby de l'autre côté, c'était un peu différent. Oui, c'est clairement pas une position où il est à l'aise. Et Bernat, ce qui frappe, c'est que ce gars n'a aucune technique défensive. C'est pas un défenseur, il a jamais défendu sa vie. Quand il joue au milieu, notamment contre Liverpool, il nous l'a montré, il est tout à fait capable de défendre en fait quand il a son vis-à-vis en face de lui. Mais dès qu'il se retrouve sur l'aile,
il est en galère, vraiment. Et sur Nkunku, je pense que ça peut être un poste pour lui à terme. Hein. Je suis pas, plus avancé. Je pense qu'il peut être très intéressant en piston. Plus avancé, moi j'y crois plus qu'un piston où ça demande. D'ailleurs, Olivier, dans le podcast de début de saison où on parlait de la prépa, tu disais qu'Nkunku en piston gauche pouvait être très intéressant. J'ai jamais dit ça, c'est encore des assertions. Vous pouvez vérifier, podcast 37. Non. Thierry, tu as des flops? Alors l'entrée de Bernat, hein, c'est vrai que malheureusement j'ai l'impression que c'est surtout physiquement qu'il a du mal. Les duels, c'est que même si l'attaquant peut lui mettre le crochet et qu'il va pas se jeter, mais il va lui mettre un coup de cuisse, un coup d'épaule et c'est fini. On l'explose le petit Bernard. Donc bon. Après, par contre sur son carton jaune, c'est la remise de Neymar hein, qui est mauvaise. Ça, il faut quand même, après il le découpe, mais la remise à de base est pas très bonne. Après, c'est vrai qu'Nkunku, on a eu du mal à le trouver. C'est vrai qu'on a eu du mal à le trouver, mais il a quand même été juste à chaque fois qu'il a reçu le ballon. Il a essayé, mais c'est vrai que j'avais l'impression qu'il avait souvent tendance à pas essayer de prendre le jeu à son compte. On va dire comme de l'autre côté avec Diaby, qui lui a souvent eu des déchets, mais a quand même cherché, a senti le jeu. Voilà, c'est surtout dans ce sens-là. On a senti plus Diaby sentir le jeu qu'Nkunku. Et voilà ce que je pense, mes seuls flops, hein, vraiment. Après, dans le reste, l'ensemble, l'équipe a fait un très bon match. Darius, tu as des flops différents? Déjà, je vais devoir, alors que je pensais l'enlever du coup, parce que Basto l'avait pris pour moi, mais je vais devoir remettre Nkunku en flop après la participation de Thierry. C'est pas, oui, il a fait des choses bien, c'est pas le problème, c'est juste que il dénotait dans l'équipe. C'est-à-dire que tout à coup, on avait 11 joueurs qui étaient en train de jouer pour un but, et tu avais un mec qui était en train de chercher sa place. Et ça faisait bug dans le système, quoi. Et donc c'est pour ça que moi j'avais mis Kylian en flop. Sinon moi je vais mettre Kylian. Non, j'avais mis Nkunku en flop et du coup je vais mettre Kylian. Il a été bon. À le mettre aussi, hein, il a été bon, il a voulu, il s'est battu, il a proposé. Mais de 1, il doit arrêter de prendre des jaunes. Et de 2, trop de précipitation devant. À chaque fois qu'il avait la balle et qu'il était devant, on sentait sa frustration de ne pas avoir pu jouer les 3 derniers matchs, et il voulait faire quelque chose, il voulait créer quelque chose, et du coup il était en train de se précipiter, il faisait n'importe quoi. Et donc Nkunku, on en a parlé, et après moi j'ai mis Diaby en flop d'encouragement, on va dire, parce qu'il nous a sorti un match plein à Reims. Et mine de rien, à Nice, il était quand même globalement nettement moins intéressant dans ses apports, aussi bien offensifs que défensifs. Et c'est tout bête, il nous a habitués à mieux. Il a encore des imprécisions techniques, il a encore des petits... Enfin, c'est un tout jeune joueur, donc il a encore... mais il a le même âge que Carrère, mais c'est un tout jeune joueur. Voilà, il nous a habitués à mieux, il va falloir qu'il fasse mieux que ce qu'il a fait contre Nice, parce que mine de rien, Nice était une régression par rapport à ce qu'il avait fait contre Reims. Pour défendre un petit peu Mbappé, je crois qu'il ne faut pas oublier qu'il n'avait pas joué depuis 3 matchs, il était suspendu, donc il y a sûrement un petit problème de rythme, de compétition à reprendre. Et puis contrairement à Basto, moi je ne crois pas du tout à Mbappé dans l'axe, en tout cas actuellement, je ne pense pas qu'il ait la patience, les qualités qu'il faut pour être un joueur axial. Il a besoin d'avoir de l'espace, il a besoin de pouvoir courir un peu plus sur le côté, provoquer un peu plus sur le côté, donc... On voit à chaque fois qu'il a été aligné dans l'axe qu'il y a effectivement ce problème d'imprécision et de précipitation. J'ai trouvé très bon à Nice. Moi j'ai trouvé bon, mais pour moi Olivier, là t'es enfermé dans ton envie d'avoir un mec à la Choupo-Moting qui est capable de garder le ballon devant. Mais je veux dire, l'attaquant axial peut être autre chose qu'un mec qui est capable de garder le ballon devant. On a eu les faux neufs avec Fabregas, il peut tout à fait être dans le mouvement du jeu et il peut tout à fait être décisif dans ce cadre-là. Et d'ailleurs, ce qu'on a vu dans le match contre Nice par rapport à ça, c'était pas un match où on avait besoin d'un appui devant. Enfin, un appui devant nous aurait pu s'emmerder qu'autre chose. Parce que les longues transversales de Marquinhos, elles n'étaient pas pour les appuis devant, elles étaient pour les ailiers qui étaient en train de décaler pendant que les mecs qui étaient devant étaient en train de courir en flèche. Et un mec qui aurait été juste un appui devant,
nous aurait pu se freiner. Et d'ailleurs, quand Choupo-Moting rentre, alors après, c'est pas sa faute, toute l'équipe est en train de baisser, mais il devient utile parce que toute l'équipe est en train de baisser. S'il avait été dans ce système-là, qui était basé sur la compensation, il y en a un qui va là, l'autre est en train de compenser, etc., etc., je pense que Choupo-Moting nous aurait pu s'emmerder qu'un Kylian Mbappé. Non, mais on peut pas après, je parler note ces jaunes, moi. Choupo-Moting n'est pas un joueur du niveau du PSG, tout le monde le sait. Tu peux pas juger un joueur d'appui uniquement sur Choupo-Moting. Là, on n'a pas joué avec un joueur d'appui. Il est probable que si on avait joué avec un joueur d'appui, on aurait joué différemment. Donc c'est difficile de comparer avec des joueurs qui n'y sont pas. Moi, je pense, je reste persuadé, je reste attaché à un joueur qui soit capable, notamment dans les matchs un peu difficiles, dans les matchs où il va falloir laisser le bloc remonter, d'un joueur qui soit capable de garder le ballon, qui soit capable de jouer de haut but, qui soit capable de faire des remises. Ça me semble un élément très complémentaire de ce que nous avons. Bon, on l'a pas, c'est pas grave. Mais ce que je te propose en compromis, Olivier, c'est Icardi. Je signe dès demain. Bon, on verra ça plus tard quand on se sera sorti des soucis du FPF. Bon, on va passer maintenant à notre gros plan. Ce qu'on constate dans ce début de saison, c'est que Tourelle est en train, de façon inépuisable, d'expérimenter différentes solutions. Bon, on peut pas être surpris parce que c'est comme ça qu'il était présenté au moment où il a été engagé. Et on avait vu comment il évoluait de cette façon-là dans ses clubs précédents en Allemagne. Mais on remarque quand même qu'il y a 10 matchs qui sont disputés, les 8 en championnat, le Trophée des Champions. Le premier match de poule de Ligue des Champions contre Liverpool, il y a eu 10 compos différentes et avec une utilisation encore jamais vue des jeunes du club. Alors bien sûr, les problèmes de l'effectif avec des manques dans certains postes liés au mercato raté ou aux blessures et convalescences diverses ont fait que ça a sûrement favorisé ces choses-là. Mais il n'en reste pas moins que le changement est permanent au niveau des conceptions de Tourelle, avec des schémas tactiques qui sont variables d'un match à l'autre et parfois au cours d'un même match. On peut ainsi individualiser 2 grands systèmes avec une défense à 4, le 4-3-3 et le 4-2-3-1, avec une défense à 3, le 3-4-3, le 3-5-2. Alors, j'avais envie de vous poser 2 questions. La première, comment vous jugez cette façon de fonctionner de Tourelle? Et ensuite, quel est pour vous le dispositif tactique qui vous semble mieux adapté à l'effectif de cette année en fonction des matchs que vous avez déjà vus? Thierry, tu veux commencer? Oui, pourquoi pas. Alors moi, je vais vraiment... Bon, peut-être que vous direz que plus tard qu'il n'a pas réussi, mais moi je suis vraiment fan de cette méthodologie de travail. Ce que j'ai remarqué, le problème du PSG, souvent ça a été de ne pas avoir de plan B. De faire toute une saison avec une équipe type que tout le monde a étudié à la vidéo, c'est-à-dire notre 4-3-3. Après, on arrive en février, mars, avec des blessés, des suspendus, donc devoir incorporer d'autres joueurs qui ne correspondent pas à la formation type. Et que ce soit sous Blanc, que ce soit sous Emery, c'était le 4-3-3. Et la seule année où on a pu troubler nos adversaires, c'est avec Carlo Ancelotti, qui lui place toujours les joueurs selon leurs caractéristiques et là où ils sont plus épanouis pour montrer leur qualité. Donc pour moi, Tourelle il est dans le vrai. Ça va lui permettre justement en faisant ces tests de pouvoir jauger tous les joueurs à différents postes et surtout pendant un match de faire des changements tactiques selon ce que l'autre équipe pourra proposer, ce que l'autre entraîneur proposera, on pourra répondre à ce changement tactique. Et comme j'ai pu remarquer souvent les matchs il y a eu beaucoup de matchs où on était en difficulté et au final on a retourné la situation en passant avec un changement tactique, un changement de joueur. Et c'est vraiment un entraîneur qui a pas peur de sortir les joueurs à la mi-temps. Que ce soit comme à un moment je pense c'est le match contre Saint-Etienne, il enlève Diarra à la mi-temps pour faire rentrer le petit Diaby. Et là, on avait souffert la première mi-temps et là, tout change directement. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant et c'est ça et pour moi, il est vraiment dans la bonne lignée et c'est ce qu'il faut faire pour vraiment avoir toutes les cartes en main au moment où on aura une adversité plus difficile. Et ensuite, quel est le dispositif tactique qui semble mieux adapté à l'effectif?
Bon, alors moi, où je nous ai trouvé le plus redoutable, ça a été en 4-2-3-1, avec Neymar en 10, les deux ailiers qui collent la ligne ou qui rentrent dans l'axe pour laisser les latéraux. Comme moi, j'ai l'impression que cette formation, il l'a toujours sorti, il l'a souvent lancé quand on était dans la difficulté, et ça a porté ses fruits à Guingamp, la mi-temps contre Angers au Parc, il y a un partout, si je ne me trompe pas, oui, il y a un partout et finalement il change la formation, on revient. À Rennes, on change la formation et revient. Saint-Etienne, comme je vous ai dit. Et la fin du match à Liverpool où on passe avec Neymar en 10 et là, il y a directement un changement. Donc, ce serait vraiment 4-2-3-1 ou là, ça serait vraiment, je pense que ça pourrait être intéressant. C'est le 4-4-2 avec Neymar en 10 et deux pointes qui seraient Cavani et Mbappé qui lui tournent autour. Voilà. Et tu penses que c'est un entraîneur qui s'occupe uniquement de son équipe ou qui adapte ses compos et son système en fonction de l'adversaire? J'ai l'impression, comme on a pu voir justement les premières minutes à Nice, où justement je pense qu'il a demandé à son équipe de jouer haut. Il a vu que rapidement les attaquants niçois pouvaient se retrouver à des 1 contre 1. Donc il a vite rééquilibré le bloc en le mettant beaucoup plus compact. Donc non, je pense que c'est un coach qui va, quand la tactique le demande, pourra faire des changements. Et justement en faisant tous ces tests, les joueurs ne seront pas perdus. Très bien, Drayas. Pour répondre aux deux questions, comment d'abord tu juges la façon de fonctionner de Tourelle? Alors déjà, je pense que le changement de système, c'est un truc qui est méga overrated, excusez-moi pour l'anglicisme, et de beaucoup. Alors sans doute, face à des adversaires spécifiques, tu peux optimiser tel ou tel détail, et pour les lister, il faut être un peu plus savant que moi. Mais tu as un prérequis avant d'envisager cela, et quelque chose qui est plus ou moins nécessaire, c'est d'avoir des joueurs qui sortent de leur fonction. Parler de changement de système, de machin, on l'a bien vu en début de saison, quand tu as des joueurs qui sortent pas de leur fonction, effectivement tu changes de système, mais rien ne change. Alors excusez-moi, j'ai du mal. Est-ce que j'ai vraiment du mal, excusez-moi. Mais en gros, grosso merdo, grosso merdo, ce que je veux dire, c'est que peut-être, pour moi, les changements de système, en fait, grosso merdo, c'est plus ou moins de la merde, sauf qu'on se retrouve face à des adversaires spécifiques où on doit optimiser tel ou tel détail. Et dans ces moments-là, on se retrouve pas à complètement changer de tactique, à mettre des chiffres différents. Et d'ailleurs, Thierry, je voulais te dire, t'as pas dit la défense à 3, donc t'as perdu beaucoup de points par rapport à Olivier. Mais je veux dire, c'est des micro-détails que je suis pas forcément capable d'analyser, que je vais entendre un coach raconter, comme Tourelle l'a raconté après Liverpool, qui était un match raté, mais effectivement, il avait coupé les transmissions entre le milieu et l'attaque en adaptant son système, mais c'est beaucoup plus d'ajustements. Dans la réalité, ce que je constate, c'est que Tourelle n'arrête pas de changer de système pour sortir les joueurs de leur zone de confort. Et c'est en train de marcher. Et dans ce cas-là, j'applaudis et je dis bravo. Jusqu'à Rennes, j'étais en train de péter un câble parce que justement, ça changeait dans tous les sens pour ne rien changer du tout. Et depuis Rennes, on a ce résultat. On a des joueurs qui ne savent pas forcément où ils vont jouer, qui ne savent pas forcément comment ils vont jouer, qui sont dans cette incertitude, et cette incertitude, elle est constructive. Et à ce moment-là, je trouve que le changement de système, c'est génial. Mais dans tous les autres cas, je pense que c'est juste de la branlette intellectuelle. Sinon, pour ta deuxième question qui était quel est pour vous le dispositif tactique qui vous semble le mieux adapté à l'effectif de cette année, pour moi la réponse principale c'est avoir des joueurs qui sortent de leur zone de confort. C'est un peu trop leste comme réponse, mais c'est pas si trop leste que ça. Sinon, pour répondre plus sérieusement, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a un effectif qui est ce qu'il est avec les contraintes qu'on a eues. On est déséquilibré, on n'a pas assez de gens au milieu, donc inévitablement, on est obligé de mettre un mec de plus au milieu, la défense à 3. Pourquoi pas, si jamais tu as un Marquinhos qui est au milieu et qui est dans ce rôle-là, mais à ce moment-là, pourquoi pas mettre Marquinhos derrière s'il est capable de faire ça. Mais grosso merdo, les changements de système, moi je m'en moque littéralement. Ce que j'ai envie de voir, c'est des joueurs impliqués sur le terrain, et je vois ça, et ça me rend heureux. Bien, Basto. Moi je partage quasiment tout ce qu'a dit Drayas. Je suis fan de cette manière de chercher, de s'adapter à l'adversaire. Quand Tourelle est arrivé, c'est ce côté un peu qui partage avec Guardiola, d'être un alchimiste qui invente et réinvente. Maintenant, changer pour changer ne sert pas à grand chose. Plus que les joueurs, plus que les systèmes,
Ce qui compte, c'est les circuits de jeu. C'est ça qui doit changer. C'est ce que j'ai retenu contre Nice. C'était vraiment la nouveauté plus que le système. Moi aussi, le système, perso, je m'en contrefous. C'est secondaire pour moi. L'important, c'est comment améliorer la structure collective, comment mettre les joueurs forts dans leurs meilleures dispositions. Donc là, je vais revenir tout à l'heure par rapport à Cavani. Pour moi, c'était pas un problème Cavani, c'est un problème MCN quand on jouait dans le 4-3-3. C'est-à-dire que les trois n'échangeaient aucun ballon. On a Neymar, Mbappé qui, quand sur des ailes, ont du mal à se replier. Contrairement à Olivier, je pense qu'Mbappé, dans l'avenir, dans le moyen terme, sera plus à l'aise dans une position plus axiale parce qu'il aura moins de repli à faire sur son aile, parce qu'il sera plus libre de dézonner, parce que son mouvement préféré, qui est l'exter-inter, est plus intéressant quand il est dans une position axiale. Donc voilà, plus que le système, c'est comment rapprocher Neymar de Mbappé, par exemple. Donc Thierry proposait un 4-4 de losange, avec Cavani et Mbappé en pointe, avec derrière Neymar, et on pourrait pourquoi pas mettre aussi Di Maria dans un des relayeurs derrière. C'est une possibilité, comme on peut avoir un système sans Cavani. Moi, je veux continuer à chercher, peu importe les joueurs, peu importe les schémas, vraiment chercher cette structure qui commence à se voir et comment continuer à l'améliorer. Intéressant aussi de voir des schémas qui peuvent permettre de masquer les défauts de certains qu'on voit depuis des années. Silva, Rabiot, Di Maria, en déchargeant la construction basse pour les deux premiers, l'animation sur les ailes pour le troisième. Et là, on a eu des choses nouvelles là-dessus contre Nice. C'est ça que j'ai envie de retenir. C'est comment continuer à progresser avec des défauts qui étaient là depuis 6 ans. Alors bien sûr, l'apparition d'un bloc change tout, mais je pense qu'il y a aussi certaines structures qui permettent de vraiment mettre en avant certains joueurs, et ce qui n'était pas le cas ces dernières années. Je vais me permettre de réagir, Olivier, par rapport à ce que vient de dire Basto. Et c'est pour moi, la qualité des analyses de Basto, elle est technique. Il est précis, il est capable de nommer les choses, capable d'anticiper les systèmes de jeu. Mais pour moi, il oublie quelque chose d'essentiel là-dedans, qui est l'apport humain. J'étais en train de parler de Tourelle, qui était trop ami, qu'il fallait peut-être qu'il active le mode papa. J'avais un train de retard, parce qu'en fait, le mode papa, il avait déjà activé. Moi, ce que je constate, et ce qui est à mettre en avant, c'est qu'on a des joueurs qui sont prêts à se battre. Et tu es en train de parler de Silva. Moi, Silva, j'ai vraiment vu quelque chose de nouveau contre Nice, où même si, oui, il a fait 2-3 relances, mais c'est trop léger par rapport à ce qu'on peut attendre, par rapport à ses qualités, mais néanmoins, la notion de reculer n'existait plus. Tu parles de Rabiot, on parle d'un joueur qui s'est retrouvé à faire 3 frappes dans le match, je crois. Peut-être deux, mais il n'en avait pas fait depuis peut-être 1 an. Tu parles d'un Di Maria, alors tu associes Di Maria encore une fois à l'axe, mais vraiment le facteur humain où tout à coup les joueurs sont dans une pression positive, dans une construction positive, et ça c'est vraiment à prendre en compte. Et c'est pour ça, Olivier, pour moi ta question par rapport au système, c'est anecdotique. Alors peut-être après, dans les réglages, dans le détail, les systèmes, tu peux en parler, machin, et dans ce cas-là, tu as besoin d'experts qui vont te dire machin, bidule, chouette. Mais les systèmes sans l'humain, c'est impossible. Et la véritable réussite de Tourelle, c'est pas les systèmes c'est du flanc. La véritable réussite, enfin c'est mon jugement, hein, mais la véritable réussite de Tourelle, c'est d'avoir réussi à reconcentrer les mecs. On avait des sénateurs qui étaient posés, qui savaient qu'ils allaient gagner leur truc, qui à chaque fois après les matchs se disaient oui, j'ai fait un match formidable. Et là tout à coup, on se retrouve avec ces mêmes mecs et ils sont en train de se battre sur le terrain. Et c'est ça la réussite de Tourelle. Et le système, oui. C'est... Je veux réagir. Je suis d'accord avec vous là. Je veux réagir de nouveau. Moi, je parle pas de système, déjà, je parle de structure, ce qui est très différent. C'est une structure que tu l'as en 4-3-3, 4-2-3. C'est l'ajustement. Alors, oui, on a vu Silva, Rabiot, Di Maria bien meilleur. Toi, tu parles d'humain. Moi, je pense que c'est la structure qui permet de les voir meilleurs aussi. Ça, les deux sont liés. Pour moi, une équipe, c'est 11 joueurs. Laisse-moi finir. Tu peux pas sortir d'un match. Tu peux pas sortir gagnant d'un match. Si tu n'as pas la structure derrière, la vraie force d'un entraîneur, c'est mettre en avant les qualités d'un joueur tout en masquant ses défauts. Alors ça, c'est une lecture de l'entraîneur super puissant qui serait un architecte de l'univers. Mais indépendamment de ça, la vraie réussite d'un entraîneur, c'est de savoir concerner ses joueurs. C'est de savoir les impliquer. C'est de savoir leur donner envie d'eux. Et je veux dire, tu vois, tout à l'heure, on parlait justement de Neymar, et vous étiez tous en train de nommer, Neymar descendait moins. Moi, peut-être qu'il a descendu moins, mais je l'ai vu souvent descendre. Mais ça se voyait pas.
Ça se voyait pas contre la Nice. structure. Et c'est là où c'était formidable. D'où la structure. Les deux sont impliqués, les deux marchent l'un avec l'autre. Mais tu peux pas ignorer l'humain et notamment Di Maria. Le Di Maria qu'on a depuis le début de la saison n'a non, justement, le Di Maria qu'on a depuis le début de la saison n'a strictement rien à voir avec le Di Maria de l'année dernière. Je l'ai pas trouvé très bon cette saison Di Maria. Il y a quand même eu des changements. Il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Mais à côté de ça, un truc qui est tout bête. Et je veux dire, tous les coachs, si tu lis tous les bouquins des coachs, tu as lu le bouquin de Carlo Ancelotti, c'est la première chose qu'il met en avant. C'est le facteur humain. Et Tourelle, là-dessus, est très intelligent. Il a su à la fois se faire des potes et en même temps être sévère et machin. Et à la fois, il construit un système où les joueurs sont dans un déconfort. Et le match de Rabiot à Nice, par rapport à ça, est admirable dans le sens, pas admirable dans le sens où son match est admirable, mais admirable dans le sens où on a l'archétype du sénateur qui est Adrien Rabiot, l'archétype du mec qui est posé, qui s'imaginait que tout lui était dû, qui est Adrien Rabiot, qui tout à coup se trouve dans une situation où il se dit « faut que je fasse quelque chose ». Et il fait quelque chose. Parce qu'il y a les conditions mentales qui ont été créées. Et pour moi, l'alchimie de Tourelle, elle n'est pas au niveau des systèmes de foot. Et son alchimie au système de foot, j'en doute pas une seule seconde. Il n'y a qu'à voir son explication par rapport à Liverpool. Alors Liverpool était un match raté, mais ce qu'il a voulu faire dans Liverpool a tout à fait été mis en place. Effectivement, Salah et Mané ont été privés de ballon. Et c'est quelque chose, si on revoit le match, qu'on peut voir. Mais au-delà de ça, sa vraie alchimie, elle a été humaine. Et elle a d'abord été humaine. Alors, et ce qu'il a fait avec Di Maria... À mon avis, c'est restrictif. Il n'y a pas un entraîneur qui compte sur les conditions humaines et un entraîneur qui compte sur le système. Moi, je pense que Tourelle, il est capable de faire les deux. Et là, il y avait un article là, tout récent d'aujourd'hui dans Culture qui décortiquait un peu toute l'explication. C'est un des premiers entraîneurs qui fait une véritable analyse tactique en conférence de presse. C'est la langue de bois d'habitude les autres. Lui, il est capable, et tu t'aperçois qu'il a vraiment analysé totalement l'équipe adverse, qu'il a analysé son équipe, et c'est un entraîneur qui propose un jeu de position. C'est-à-dire les joueurs, ils savent ce qu'ils doivent faire, dans quel cadre ils doivent évoluer. Et là, à ce moment-là, tu peux faire appel à leur qualité humaine, tu peux les motiver pour qu'ils expriment la liberté que leur laisse dans ce système extrêmement cadré ce qu'a prévu Tourelle. Moi, je crois qu'il est les deux. Il est à la fois un tacticien, mais aussi quelqu'un qui est capable de faire partager ses idées, de donner à ses joueurs de l'autonomie par rapport au cadre qu'il a défini. Et c'est là où il est très fort. Être à la fois quelqu'un qui cadre, mais quelqu'un qui donne la liberté. En fait, ce que tu es un homme de droite et que je suis un homme de gauche. Ce que disait Dreas, c'est que la cohérence tactique sans humain, sans volonté de sortir de sa zone de confort n'est rien. Moi, ce que je défends, et les deux sont vrais, c'est que seulement l'humain sans cohérence et sans structure n'est rien non plus. Je pense à ce match à Madrid, à l'aller l'année dernière, ce match à Madrid où Paris court beaucoup plus que l'adversaire. Donc tout le monde a dit, ils n'ont pas eu les coups, ils n'étaient pas agressifs, mais Paris gagne tous ses duels dans ce match, la plupart. Paris court beaucoup plus, Paris dans la volonté est plus là que le Real, et à l'arrivée, parce qu'il n'y a pas de cohérence, Paris se fait punir. Donc il ne faut pas être ni dans un sens ni de l'autre, c'est un juste milieu et les deux sont liés. Et c'est ce qu'il fait très bien, il est capable justement d'être bon dans les deux domaines. On verra dans les prochains gros matchs. Là, on a Belgrade et Lyon qui arrivent déjà. Après, moi, ce que je souhaiterais souligner, c'est même par rapport Après, voilà, beaucoup ont parlé de communication, qu'il est là pour caresser dans le sens des poils tous les joueurs du PSG. Mais moi, déjà, il y avait une chose que je n'avais pas, en fait, on en avait déjà parlé la dernière fois que j'avais fait le podcast avec vous. Et c'était moi, je vous avais dit que j'avais vu que aucun joueur ne court vers Emery. Par exemple, aucun joueur ne courait vers Laurent. Il y en a eu Marco après le but à Barcelone. Et puis c'est pas vrai. Non, mais c'est faux. Carlo, déjà, les joueurs allaient vers lui et Emery, je me souviens. Attends, juste. Non, mais c'est bon. Juste. Non, mais juste, je me souviens que quand Paris marque le 3, je me souviens juste que le 3-1 à Barcelone, quand on est mené 3-0, qu'il y a le but du 3-1, Verratti saute dans les bras d'Emery. Donc il y a eu des scènes comme ça. Je me méfie de ces scènes-là. C'est pas vrai, c'est trop facile. Non, Thierry, c'est sujet sensible. Après, ce qu'on peut voir, c'est Tourelle va beaucoup plus vers les joueurs à la fin de match, les voir que pouvait le faire Emery. J'en avais parlé avec un étudiant allemand là de mon travail justement qui me parlait de sa façon. Et il y a beaucoup il est vraiment l'humain. C'est vraiment, il s'intéresse aux personnes, à discuter. Voilà, c'est pas. Et même Ousmane Dembélé en avait parlé. Et pour lui, ça a été le meilleur coach de sa vie.
Oui, oui. Bon, après, il y a eu des contre-exemples comme Hummels qui peut pas saquer Tourelle. Regardez ce que raconte Banega sur Emery, sur voilà, tellement de joueurs. C'est un coach. Non, mais juste parce que t'as tapé sur Emery un peu gratuitement. Emery non, par rapport à Paris, c'était sans doute. On ne débat pas sur Non, Emery. je finis juste. C'est pas un débat sur Emery, Olivier, c'est un débat sur Tourelle. Emery par rapport à Paris, c'était sans doute une erreur de casting. Le club était peut-être un peu trop grand pour lui. En tout cas, les ambitions du club étaient un peu trop grandes pour lui. Mais dire qu'Emery n'avait pas la dimension humaine, Emery est un entraîneur qui a fait lire. Emery est un entraîneur. Je finis juste, Thierry. Emery est un entraîneur qui a fait lire beaucoup de livres à ses joueurs. Est un entraîneur qui a été très proche de certains joueurs et très proche. T'as des joueurs qui parlent d'Emery comme d'un père. Mais véritablement. Et quand t'entends Banega en parler, mais même, comment il s'appelle, le latéral droit du Barça là. Mais même Cavani, mais c'est pas... Jordi Alba. C'est un contexte d'un coach avec un groupe. Voilà. Après, moi j'ai l'impression qu'Emery c'est plus un professeur. Quand même, c'est vraiment quelqu'un qui va te prendre dans ta formation. Non mais Thierry, c'est fini. On a attisé la ligne sensible pour Olivier, là, c'est bon, on a chatouillé. Il est présentateur, mais il a envie de répondre. Non, mais c'était juste pour dire que... Non, mais moi, c'était juste pour dire que ce côté humain qu'on peut voir parfois ou pas, je me méfie toujours de ces scènes-là, parce que ça peut exploser au bout d'un ou deux mois, donc... Il y a le côté humain, mais j'ai pas l'impression qu'aussi Tourelle, il va venir apprendre aux joueurs de faire des choses. C'est ça aussi, c'est ce que un Benitez, par exemple, faisait... avait voulu faire avec des Cristiano Ronaldo. J'ai pas l'impression que Tourelle va dire aux joueurs je vais vous apprendre à tirer, je vais vous apprendre à Tourelle est d'une intelligence redoutable. Tourelle semble intelligent dans sa gestion. Et d'une intelligence redoutable. Il est capable de comprendre. C'est-à-dire que ce joueur avec qui il doit être plus en séduction, il est capable de le juger. En même temps, il sait trouver ses timings. Moi, c'est ça ce que j'avais pas su juger. Et là où je m'étais fait baiser, où je m'étais dit il est que trop pote et machin truc. Mon cul, après Liverpool, a priori, il les a vraiment tensés. C'est le mec qui sait choisir ses moments. Il a une intelligence exceptionnelle. La conférence de presse d'aujourd'hui, il en a parlé. Les gens, ils ont dit oui, mais vous avez sorti une analyse qui correspondait pas au match. Il y a la version officielle et la version officieuse, et celle-là, c'est au vestiaire. Ouais, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Il a l'intelligence de savoir. Tourelle, c'est un sociopathe du foot. Et passer au chapitre suivant. Il sait comment prendre tel humain. Allez, Olivier, vas-y, on reprend la main. Désolé. Ouais, parce que là, c'est terrible. Emery, là, ça m'a foutu le podcast en l'air. Alors, PSG, Étoile Rouge de Belgrade. Demain au Parc, c'est la deuxième journée de la phase de poule de la Ligue des Champions contre l'Étoile Rouge de Belgrade, qui pourrait sembler un adversaire redoutable puisqu'il est le leader invaincu de son championnat. Il y a déjà eu 10 matchs. Il a 9 victoires et un nul. Et qui doit l'être quand même un peu puisque le Napoli n'a pu faire mieux que match nul à Belgrade lors de la première journée. C'est un match d'autant plus important que le PSG ne peut pas se permettre le moindre faux pas et de perdre le moindre point après sa défaite méritée à Anfield contre les Reds. Alors moi je ne connais pas beaucoup l'Étoile Rouge, qu'on entend c'est une équipe qui est très très défensive, très bien organisée, très sérieuse défensivement. Donc finalement ça va être un adversaire comme ceux qu'on rencontre souvent dans le championnat de France. A priori, quelque chose qui devrait bien se passer au Parc, mais ça reste la Ligue des Champions avec son parfum particulier. Et là, le PSG et son entraîneur nous doivent une revanche. Comment vous voyez cette rencontre et quel est votre pronostic? Drayas, tu commences. Mon pronostic, c'est 3-1 pour Paris. Et je vois cette rencontre comme la confirmation des qualités qu'on est en train de voir apparaître et justement appliquer à un niveau tactique peut-être un petit peu plus élevé par l'exigence dont tu as parlé. Et je la sens bien, tout simplement. Basto? Alors déjà, il y a ce match qui est à 19h qui va être une nouveauté par rapport à 21h. Et puis ça me sert pas beaucoup. Je pense que je vais boire plus de bière que d'habitude. Et ça, je ne remercie pas la programmation de l'UEFA. Sinon, concernant le match, moi je veux une victoire tranquille, 3-0. Par contre, je pense qu'on va retourner dans un plan de jeu qu'on a vu les dernières années, qu'on ne verra pas les confirmations qu'on a vu les derniers matchs sur celui-là. Je pense qu'on va dominer tranquillement, mais qu'on va retourner dans le côté un peu train-train. C'est plus contre Lyon où j'espère qu'on reverra ce qu'on a vu. C'est un moi, ce que Tourelle est en train d'essayer de mettre en place, la volonté de Tourelle, en fait, c'est que ce qu'on voit, ce qu'on commence à avoir, apparaissent à chaque match. Moi, je pense clairement, c'est ce qu'il veut. Encore, et je pense que demain sera un moment de rechute là-dedans. Bon, on verra. Thierry? Si je n'aurais pas réussi un moment, je serais...
Thierry, ton chrono, et puis comment tu vois ce match? Première défaite. Thierry? Ah, Thierry? Emery l'a achevé Ouais, aussi. je vous apparemment. entendez plus. tu nous entends plus. Voilà. Alors, Ouais, toi, c'est comment bon, tu c'est vois bon. ce match et ton prono? Alors, moi, j'ai pas la chance de regarder beaucoup les matchs de Serbie, donc je connais pas les forces et les faiblesses de l'équipe, mais c'est vrai que j'ai regardé un résumé face à Naples. Ils ont été solides et costauds derrière. C'est vrai que bon, Naples aurait pu et aurait dû l'emporter. Après, on connaît le niveau de la Ligue des Champions. Il faut être concentré. Et voilà. Après, je pense que avec la musique, premier match au Parc des Princes, nos joueurs seront motivés. Donc voilà. Donc il faudra pas prendre l'adversaire de haut et respecter l'adversaire tout simplement et faire le taf et essayer d'être plus efficace pour pas se mettre dans de mésaventures qui seraient vraiment tristes. Et au niveau prono, je dirais 3-1 aussi. Bien. Tout le monde Tu voit vois, donc tu une les victoire. On relèvera les copies la semaine prochaine. Nous commenterons Olivier, ce match. prononce-toi du coup. Et le tien, Olivier. Et Ah non, Olivier. moi, je suis Ah, le non, meneur non, de non, jeu, non, 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 donc non, je- non, Ah là, ah là là, il veut pas sortir de sa zone de confort. Ah Non, là ça là va là. être- ça va être un Il est match- tellement ça pas va être Tourelle un match, compatible en fait, Duc. ce mec. Mais de qui je parle? C'est pas possible. Ça va être un match parfaitement géré, un pressing de tous les instants. On va les bouffer, on va les battre 2-0. Ok. Donc, Donc, ta copie est notée aussi, Olivier. rendez-vous la semaine prochaine pour commenter ce match et le match de Lyon, apparemment un sommet du championnat. Quand on voit la distance à laquelle ils sont du PSG, je pense que le sommet sera bien plat, mais bon, on va quand même s'accrocher à ces termes de sommet du championnat. Nous voilà arrivés au terme de ce podcast qui, je l'espère, vous aura intéressé jusqu'au bout. On vous rappelle que vous pouvez retrouver l'enregistrement de tous les podcasts, de nos articles, dossiers, billets d'humeur sur notre site, le clubpadam.fr, un site de passionnés pour les passionnés. Bonsoir Thierry. Bonsoir à tous. Bonsoir Darius. Bonsoir, Olivier. Salut Basto. Salut à tous, à bientôt. Ciao, tout le Bonsoir à monde. tous. Ciao, ciao. Ciao.